Bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Oui. Je suis Edith Robitaille, la directrice de la Chambre de commerce de Saint-Raymond. Cette soirée, élection provinciale 2018, est organisée en collaboration également avec la Chambre de commerce de l'Ouest de Portneuf, représentée par son directeur, M. Jean-Pierre Naud, puis par la Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, représentée par sa directrice, Mme Karine Lacroix. Donc, on vous remercie pour votre présence, on vous remercie pour l'intérêt porté à notre soirée. Donc, je fais juste quelques petites explications du déroulement, puis on y va avec la présentation de nos 5 candidats qui nous remercions d'avoir accepté d'emblée de participer à notre soirée. Donc, ce soir, ce n'est pas un débat. Donc, nous voulions faire une soirée où les candidats auraient un droit de parole pour pouvoir se présenter, puis échanger sur les mêmes sujets qu'ils ont reçus la semaine dernière. Chacun a un temps déterminé d'intervention. Chacun a également eu à présenter un texte de présentation que je vais vous lire pour mettre la présentation égale à tous. Puis, c'est ça. On est vraiment très rigoureux sur le fait que ce n'est pas un débat. Donc, on ne s'attend pas à avoir un événement partisan nécessairement. On veut vraiment avoir la chance d'entendre les candidats sur certains sujets. Puis, à la fin de chacun des sujets, des questions seront possibles si vous désirez en poser. Par contre, on va être rigoureux dans l'horaire parce que, comme vous voyez, on a 5 candidats auxquels on veut donner 4 minutes par sujet pour qu'ils aient le temps de prendre le moment qu'ils veulent. Ça fait quand même une soirée serrée. On a également une période de questions générales à la fin. Premier sujet. Nous avons demandé aux candidats leurs solutions ou de se prononcer. Donc, quelles sont vos solutions, programmes en place concernant la pénurie de main-d'œuvre dans Portneuf? Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce soir. Alors, pour la première question, je vous dis qu'il y a 3 moyens pour y parvenir. Premièrement, l'attraction, l'adéquation et la rétention. Je vais vous expliquer ça. L'attraction, en général, les gens déménagent principalement pour 2 raisons. Alors, d'abord, l'emploi et l'immobilier, c'est les 2 raisons principales. Donc, quand on veut attirer des gens, il faut le faire de façon intelligente parce qu'il peut y avoir des risques. Si le prix de l'immobilier, exemple, est très faible, mais que les salaires sont faibles aussi, les gens vont s'installer en région, mais vont aller travailler en ville. L'arrivée de main-d'œuvre immigrante aussi peut créer une pression à la baisse parce que ces gens-là acceptent généralement des salaires plus bas que les gens qui sont nés ici. Par contre, il y a des belles initiatives qui ont commencé à se faire, entre autres celle du député fédéral, qui est une coopérative d'intégration, dans laquelle d'ailleurs 3 entreprises de Portneuf ont décidé d'embarquer. Donc, pour trouver des moyens pour intégrer les immigrants puis les intégrer au marché du travail. C'est une super belle initiative qu'on appuierait avec plaisir chez Québec solidaire. Par contre, il faut être vigilant pour ne pas créer justement le principe du cheap labor. Parce que quand les salaires sont à la baisse, ça aggrave ensuite le problème d'attraction de la main-d'œuvre dans la région à long terme. Alors, dans le contexte actuel où l'économie québécoise va bien, tout le monde le dit, faire augmenter les salaires pour attirer plus de main-d'œuvre et limiter l'exode rural serait une bonne mesure. La main-d'œuvre, par ailleurs, peut se trouver dans Portneuf. Par exemple, le taux d'emploi pour les 25-64 ans de la région de Portneuf est de 75,6, donc à peu près 76, et c'est un des plus bas de la capitale nationale. Les autres se situent près de 80 %. Le vieillissement de la population, tout le monde en parle et ça peut bien sûr avoir un impact, mais plusieurs aînés, d'ailleurs quand je les rencontrais, me le disaient, veulent continuer à travailler en ayant par contre des emplois qui sont adaptés à ce qu'ils veulent faire et voilà, adaptés à leur façon de travailler puis peut-être pas autant intensifs. D'ailleurs, dans Portneuf, encore une fois, le taux d'emploi des 50-64 ans est de seulement 53 %, tandis que dans la région, aux alentours, ça va jusqu'à 55 % et plus. Donc, il y a des gens disponibles sur le marché. Dans tous les cas, les hausses de salaire, même si elles sont vraiment modestes, permettent d'inciter plusieurs personnes à réintégrer le marché du travail. Ça, c'est la moitié. OK. J'ai eu peur. L'adéquation, maintenant, en fait, c'est la notion qui permet que les travailleurs en recherche d'emploi correspondent à ce que les employeurs cherchent.
Dans Port-Neuf, il y a surtout donc un manque de main-d'œuvre qualifiée. Et à ce niveau-là, il faut bien sûr miser sur l'éducation et sur la formation continue. Alors, Québec solidaire, l'éducation pour nous, c'est super important. On veut offrir une plus grande accessibilité à tous à l'éducation en faisant la gratuité du CPE au doctorat. Et bien sûr, on veut lutter contre le décrochage scolaire en remettant des ressources pédagogiques dans les écoles, en réduisant le nombre d'élèves par classe et bien sûr en revalorisant le métier d'enseignant. J'en sais quelque chose, c'est très important pour les enseignants. Il faut offrir, bien sûr, des stages aussi en entreprise et encourager pour ça des organismes qui travaillent dans ce domaine-là, entre autres le CJE, le Carrefour Jeunesse Emploi, qui fait un travail formidable de réintégration des jeunes. Alors, les stages en emploi, ça peut être une bonne façon. La rétention, c'est comment on peut garder ses employés. Ça dépend de beaucoup de facteurs, mais les trois principaux, bien sûr, c'est que l'employé ait des possibilités d'avancement, donc au niveau du salaire, aussi qu'il y ait des bonnes conditions de travail. On entend beaucoup en santé, les conditions sont détériorées, puis ça peut faire que les gens s'en vont. Alors, pour terminer, un gouvernement solidaire aiderait les entreprises qui veulent se moderniser, rendre le travail plus flexible aussi, avec, exemple, du télétravail, et plus sécuritaire, parce que aussi, c'est un autre critère important, la santé et sécurité au travail. Et voilà, ça nous aiderait probablement à avoir plus de main-d'œuvre disponible chez nous. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être là. Au Parti québécois, on est le parti de tous les Québécois. Comme de mes ouvriers à la ferme, des Québécois qui sont nés ici, mais des Québécois qui sont aussi des nouveaux arrivants qui ont décidé de venir travailler ici, de vivre ici parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous autres. On est également le parti qui a le plus grand nombre de membres dans Port-Neuf et à travers le Québec. Fait que c'est pas une nouveauté quand on propose nos solutions, c'est des solutions qui viennent de nous autres, qui viennent des chambres de commerce, qui viennent de la MRC, qui viennent du plus grand employeur de Port-Neuf, qui est la commission scolaire de Port-Neuf. Bien sûr, comme elle l'a dit, une des priorités qu'on a déjà fixées est au niveau de l'adéquation de l'offre de formation dans tous les secteurs dans Port-Neuf. C'est la première chose pour lutter contre la pénurie d'emploi. Mais également, on a le plus faible taux de scolarisation de toute la capitale nationale. C'est sûr, ce n'est pas les sujets les plus vendeurs, mais au niveau de l'emploi, l'éducation doit passer en premier. Le transport en commun est relié à ça, relié dans le sens que pour les jeunes à étudier, à une formation au niveau collégial, on a un service qui est presque inexistant, mais aussi pour les travailleurs dans Port-Neuf. Le printemps dernier, quand le premier ministre est venu dans Port-Neuf, faisait le tour des entreprises, puis j'ai entendu un commentaire dans une entreprise, il manque de travailleurs. Mais si on fait un regard sur soi, puis on voit des entreprises qui offrent à leurs travailleurs seulement 27 heures par semaine à 12 $ de l'heure, tu condamnes ton travailleur à vivre sous le seuil de la pauvreté. Si en plus, il faut qu'il s'achète un véhicule parce qu'on n'a pas de transport en commun, bien, de toute évidence, on n'est pas capable de garder nos jeunes ici pour travailler dans Port-Neuf. Il me reste la moitié du temps. Excellent. Et l'éducation, mais aussi, on ne peut pas parler, bien sûr, de pénurie de main-d'œuvre sans parler de l'immigration. Je suis dans un secteur, je viens du secteur agricole, on a une forte expérience au niveau des travailleurs étrangers. C'est un programme de travailleurs temporaires. Jean-François Lisée a déjà pris des engagements clairs là-dessus. C'est inconcevable de donner le rôle aux entreprises de faire du recrutement à l'étranger et c'est juste une solution qui est temporaire et qui ne va pas servir à vitaliser nos régions. Un peu comme producteur, membre de la coopérative, qu'on est aussi propriétaire, entre autres, de Holymail, où on s'est développé un super service de recrutement. C'est un peu le modèle qu'on voit à travers le Québec, où on va faire du recrutement dans des pays de langue française. Fait que l'intégration est beaucoup plus rapide. Les travailleurs viennent travailler dans les usines. Présentement, on essaie de faciliter au niveau des visas de travail. Après 3 ans, le travailleur sait qu'il peut faire venir sa famille. Il y a des aides qui sont fournies pour que même l'employeur puisse aider ce travailleur-là à financer l'achat de sa maison, de son hypothèque.
que ces familles-là soient intégrées dans chacune de nos municipalités, fassent partie de notre tissu social. C'est une réussite dans plusieurs régions. Je le vois aussi comme ça dans Portneuf. Ça marche très bien. Et notez ce chiffre, cette façon de travailler là au niveau des nouveaux arrivants. C'est plus de 97 % de rétention des travailleurs dans les entreprises. C'est le plus grand des modèles à succès. Merci à tous. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité. On n'est pas habitué de se faire inviter beaucoup, nous autres, mais c'est parce que peut-être qu'on y est plate, parce que nous autres, on n'a pas des gros programmes, puis on n'a pas des grosses subventions, puis on n'essaye pas d'investir la vie de tout le monde. Donc pour nous, il y a plusieurs choses qui sont importantes. L'immigration qualifiée et bien ciblée est importante. C'est pour ça que nous autres, on va apporter beaucoup d'aide aux entreprises pour bien identifier la main-d'œuvre qu'ils ont besoin, puis aussi les faire participer dans le processus d'immigration. Nous, ce qu'on veut, c'est promouvoir, faciliter l'entrée au pays des migrants pour des jobs garantis déjà par des entreprises, peu importe la langue parlée. Pour nous, une personne va s'intégrer à partir de son travail. Si on trouve du travail, il va être capable de s'intégrer facilement puis d'être capable de fonctionner dans notre vie puis dans notre culture. Nous, c'est sûr que le Parti conservateur, nous, notre but, c'est toujours moins d'impôts, moins de taxes, réduire l'administration, toujours réduire les frais, la procédure administrative, puis c'est ça qu'on s'engage à faire. Pour ça, vous allez l'entendre souvent cet soir, nous, ce qu'on veut, c'est éliminer 100 % des subventions aux entreprises et leur donner des baisses d'impôts de près de 40 %. Tout ça, c'est pour simplement réinvestir leur propre argent au lieu que le gouvernement vienne chercher leur argent pour leur en donner juste un petit peu. C'est à eux à décider ce qu'ils vont faire avec. Nous, avec ce qu'ils vont faire avec, c'est bien simple. Ils vont pouvoir justement donner des meilleurs salaires, des meilleures formations, avoir une meilleure marge de manœuvre, justement pour être plus concurrentiel sur le marché. Puis quand on vous parle de subventions, quand on vous parle de programmes, il ne faut jamais oublier que tout cet argent-là est géré par des fonctionnaires. Puis sûrement, ce qui arrive avec ça, c'est qu'en bout de ligne, plus que l'argent passe entre les mains, moins qu'il en arrive à la fin. Fait que c'est pour ça que pour nous autres, c'est extrêmement important que l'argent ne soit pas retiré des poches des entreprises, mais qu'elle reste dans leurs poches pour justement être capable de l'investir à leur manière. Merci. Oh, je sais. Mais, Parti conservateur, on prend toujours moins de temps que tout le monde. Alors, bonsoir à tous. J'aimerais en premier lieu remercier les chambres de commerce de nous donner cette opportunité de vous rencontrer, gens d'affaires de Portneuf. Alors, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, je suis camionneur dans la vie. J'ai eu l'occasion tout au long de mes 20 dernières années de parcourir le comté de Portneuf, de rencontrer des entreprises, de côtoyer les entrepreneurs en étant entrepreneur moi-même, ce qui nous donne justement une bonne aperçu de ce qui se passe dans notre comté de Portneuf. Effectivement, il y a un manque criant d'emploi, de main-d'œuvre, désolé. La main-d'œuvre, on le voit tout simplement. Regardez, j'étais à Pont-Rouge samedi matin et 8h30 le matin. Il y a 2 stations d'ouvertes, 2 stations-service, un McDonald's. On arrive là, c'est fermé. C'est pas fermé parce qu'ils voulaient ouvrir plus tard, c'est fermé parce qu'il n'y avait pas de main-d'œuvre. On parle de main-d'œuvre de tout genre. Il faut des gens de peu importe la scolarité ou quoi que ce soit, on en a besoin à tous les niveaux. Alors, bien sûr, ce qui est important pour nos entreprises, c'est de former nos travailleurs et les aider à les former en entreprise, justement. On doit les aider à ce niveau-là. Tantôt, on le parlait de niveau de diplomation qui était faible dans Portneuf, mais ça n'empêche pas ces gens-là d'avoir des compétences. Puis souvent, le monde scolaire n'était pas vraiment favorable pour leur développement, mais si on aide nos entreprises justement en prenant ces gens-là et leur donner la chance d'apprendre le métier, eh bien, ils deviennent des employés modèles. Alors ça fait partie des choses qu'il faut mettre en place dans Portneuf. Il faut accompagner nos entreprises pour qu'ils puissent embaucher davantage des travailleurs qualifiés étrangers. On parlait justement d'immigration. On a des exemples comme la fraisière Fauché qui engage beaucoup de gens de l'étranger qui viennent. Ils ont su les accueillir, ils ont su s'occuper d'eux comme il faut.
Je parlais justement avec la CETA pour les acériculteurs qui aussi font face à un problème de main-d'œuvre. Eux ont des travailleurs de l'étranger, mais c'est quand même spécialisé, ont besoin d'un coup de main pour justement l'intégration en français, pour pouvoir leur expliquer le rôle qu'ils ont à jouer dans l'entreprise. Il faut accompagner ces gens-là, souvent qui ne savent pas vers qui se tourner. Il ne faut pas oublier que nous, en tant que candidat, celui qui deviendra le député, devient la courroie de transmission entre l'entreprise et le gouvernement. Il est là pour donner un coup de main, pour aider à faire passer le message entre, justement, les complications qu'il peut y avoir entre les deux. En parlant de ça, justement, on veut s'impliquer pour diminuer la complexité au niveau de la paperasse, au niveau des... Ça a déjà été diminué de près de 20 % en général, justement pour faciliter les entrepreneurs qui ont beaucoup trop de paperasse, qui n'ont pas le temps, il faut qu'ils s'engagent quelqu'un de spécialisé juste à ce niveau-là. Alors, en leur donnant les chances de réduire, et comme on parle, mettons, de besoin de permis qu'on va demander à chaque année, est-ce qu'on ne peut pas mettre ça sur 3 ans à la place pour, justement, c'est des programmes qui ont été établis par le parti pour faciliter les entrepreneurs, surtout avec le manque de main-d'œuvre, qui doivent encore donner plus de temps dans leurs entreprises. On doit bien sûr soutenir les entreprises dans l'innovation technologique. Là, justement, on est en plein emploi. On parle que le gouvernement donne beaucoup d'argent aux entreprises. C'est justement pour en profiter, pour augmenter leur productivité. Ça, c'est important. On parle des fermes dans Port-Neuf. Eh bien, l'automatisation avec certains systèmes vont permettre à ces gens-là d'être plus concurrentiels, plus productifs, continuer à pouvoir garder leur ferme. C'est un bon exemple. Puis il faut miser, bien sûr, sur les travailleurs expérimentés, soit les personnes, les aînés. Là, aujourd'hui, on leur offre la chance de continuer à travailler sans les brimer dans leur revenu de pension. Alors ça, c'est important parce que c'est des gens d'expérience qui peuvent nous aider juste dans le camionnage. Je donne un exemple. J'ai un monsieur que je connais, il a 76 ans, et lui continue à travailler, alors on veut les avoir avec nous. Merci, à mon tour de vous saluer. À la CAQ, on sait que, puis ça fait partie de l'actualité de ces jours-ci, que l'immigration passe, la pénurie de main-d'œuvre passe forcément par l'immigration. Le bilan actuel est un échec. Il y a environ 26 000 demandes de certificats de sélection qui étaient toujours en attente de traitement au 1er janvier dernier. 82% des immigrés qui viennent ici au Canada s'installent dans les 5 plus grandes villes, donc c'est moins de 20% en région. Pourtant, 55% du travail se trouve ici, dans nos régions. Nos propositions à la CAQ, c'est d'accélérer les procédures d'immigration en réduisant les délais de traitement de dossiers et en consacrant davantage de ressources par immigrant. En effet, le seuil actuel est d'environ de 50 à 53 000. On veut le réduire à 43 000, mais en gardant exactement le même budget qui est consacré actuellement. Donc, plus d'attention à chaque dossier d'immigrant. Parce que vous le savez, vous êtes vous-même entrepreneur, quand on a besoin de main-d'œuvre, c'est quasiment pour hier dont on en a besoin. Donc, on veut vraiment accélérer ce processus. On veut aussi éliminer les obstacles inutiles à la reconnaissance des compétences professionnelles. Par exemple, un soudeur qui a les capacités d'être soudeur en France, il n'y a aucune difficulté à l'accepter ici, puis en reconnaissant rapidement ses qualités et ses qualifications de soudeur. On veut aussi assurer une meilleure régionalisation de l'immigration par des gestes de séduction, par exemple. Dans mon ancienne vie, je me souviens que j'avais proposé un projet qui avait été rejeté de la main, mais là, en lisant les journaux, je me suis rendu compte que la MRC de Brom-Missisquoi a obtenu une aide financière de 83 250 $ du ministère de l'immigration, pour l'organisation entre 2018 et 2019 de venues d'immigrants qui sont plus situés actuellement dans la région de Montréal. Des opérations séduction pour leur démontrer qu'ici, que dans leur région, et pourquoi on ne le ferait pas ici dans Port-Neuf, la qualité de vie, le cadre de vie sont intéressants et que les salaires sont intéressants aussi. Beaucoup de nos entreprises proposent des salaires qui débutent aux alentours de 20 $ de l'heure. On veut aussi accélérer l'arrivée des candidats qui ont un emploi garanti. Finalement, il y a l'immigration traditionnelle, mais nous, on veut favoriser les gens qui détiennent déjà un contrat de travail en accélérant le processus pour les faire arriver ici. On veut mettre d'ailleurs un projet pilote dans la capitale nationale et la priorité sera donnée aux candidats ayant en main un contrat de travail. Il faut bien entendu lutter contre le décrochage scolaire.
On sait que certains de nos élèves ont été abandonnés ces dernières années et il faut bien entendu créer plus de diplomation, ce qui nous permettra ultimement d'avoir un Québec plus fort. Les métiers liés à la manufacture ont été dévalorisés. On a beaucoup préconisé les métiers d'école blanc, mais ça nous prend aussi beaucoup de travailleurs manuels. J'ai rencontré d'ailleurs Accès Études Québec, Alain Blanchette, qui est ici, qui déploie beaucoup d'énergie pour mettre en place des stratégies pour faire venir justement des jeunes immigrants. Ils vont en Europe, ils emmènent l'immigrant ici, lui font suivre une formation professionnelle et généralement, ça se solde par une intégration parfaite puisque les gens s'installent ici et résident. Je pense que dans le problème de la main-d'œuvre, nos chambres de commerce ont un rôle à jouer, un rôle d'intégration des gens quand ils arrivent ici, intégration dans le milieu de vie, et les chambres de commerce peuvent agir à titre de levier en les accompagnant, par exemple, à aller se familiariser avec le système bancaire ou à trouver un médecin de famille, etc. Bref, vous l'aurez compris, à la CAQ, on mise sur l'immigration économique et sur la lutte contre le décrochage scolaire. Merci. Il disait qu'il voulait lutter contre le décrochage scolaire, augmenter la diplomation. Comment? Écoutez, le gouvernement libéral actuel a coupé dans certaines de nos structures et surtout dans l'accompagnement de nos élèves. Vous savez qu'il y a 1 enfant sur 5 au Québec qui souffre soit d'un trouble de l'attention ou d'un trouble genre du spectre de l'autisme. Donc en appliquant de nouvelles ressources à l'éducation, on veut aussi alléger, on sait à quel point le poids de l'éducation est lourd sur les épaules de nos enseignants. On veut réduire le nombre d'élèves ayant des besoins particuliers dans nos classes à l'avenir. Donc, de cette manière, on va accorder plus d'attention aux élèves en difficulté et éviter un maximum de décrochage scolaire. Et qui dit moins de décrochage scolaire, a priori, s'oriente vers plus de diplomation. Est-ce que c'est pas ça qui se fait déjà? C'est ce qui se faisait jusqu'il y a quelques années, mais vous êtes comme moi témoin des coupes massives qu'il y a eu en matière d'éducation par le précédent gouvernement. Et nous, on veut rétablir le service à l'élève et les ressources spécialisées pour les élèves en difficulté. Merci, M. Caron. Est-ce qu'il y aurait une autre question qui s'adresse à vous? M. Caron. On dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Y a-t-il une étude qui s'est faite? Pourquoi il y a une pénurie de main-d'œuvre? Moi, on dit que j'ai 2 entreprises. J'en ai une qui est avec le fond. Du fait de la pénurie de main-d'œuvre? Oui. Écoutez, c'est un effet démographique, tout simplement. La population est en train de baisser chaque année. Donc, et puis de plus en plus, on a les baby-boomers qui ont quitté ou qui quittent encore pour la retraite. Donc, on a moins de monde sur le marché du travail. Et le seul moyen pour pallier à ça, selon moi, hormis la lutte contre le décrochage scolaire, c'est d'ouvrir nos frontières à une immigration ciblée, une immigration qui va venir répondre aux besoins spécifiques qu'on a ici dans Portneuf, mais à grandeur du Québec. Mais aussi, quand on parle d'immigration ciblée, on veut s'assurer que les gens qu'on va intégrer ici dans notre population, bien, ce soient des gens qui vont parfaitement se mêler. Vous savez, moi, quand je suis arrivé au Québec, j'ai toujours eu à l'esprit que c'était à moi de m'adapter et non pas aux gens de s'adapter à moi. J'ai respecté les coutumes, j'ai respecté les traditions, j'ai respecté les valeurs québécoises. Et je pense que si moi je suis capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. Donc avec une immigration de gens qualifiés et des gens qui adhèrent à nos principes de vie, je pense qu'on peut résoudre en partie le problème de la pénurie de main-d'œuvre. M. Caron, que le vieillissement de la population est le principal facteur. En fait, vous avez dit que était l'un des facteurs. Des facteurs. Il y a aussi l'exode des jeunes. Absolument. Qu'il faut prendre en compte et qui est peut-être plus important. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de retenir nos jeunes, avec quels moyens de séduction vous allez recueillir, c'est-à-dire pas recueillir, retenir, je m'excuse, des gens qui viennent de l'extérieur, que ce soit de la ville ou d'une autre province ou de notre pays? Il me semble qu'aujourd'hui, et vous le savez, c'est bien souvent l'argent qui est l'attractivité. Et c'est sûr qu'en offrant des salaires de qualité à nos jeunes, on va se donner plus de chances de les garder.
Moi, je demeure fasciné par les beautés de Portneuf et je reste convaincu que parfois, il vaut mieux faire des efforts en termes de salaire, mais de rester dans notre milieu et de profiter de tout ce qui nous entoure. Donc oui, selon moi, l'attractivité, vous allez probablement, vous, me faire une suggestion de transport. Je pense que à une échéance plutôt éloignée, on pourra imaginer tout ça. Je sais que M. Hébert, par exemple, fait preuve de ruse justement pour amener des travailleurs chez lui. Par des moyens de transport innovants, des idées de moyens de transport qui sont intéressants, d'aller chercher ces travailleurs ailleurs. Mais moi, je pense que dans un premier temps, ça prend une économie forte au Québec, une économie forte au Québec avec des emplois qui sont intéressants, va permettre une attractivité de nos jeunes dans la région. Donc, sujet 2. Quelle est la place de Portneuf au niveau économique au sein de la capitale nationale? Donc, pour l'ordre de passage du sujet 2, nous débuterons avec M. Hébert, suivi de M. Morin, M. Gass, ensuite M. Caron et on termine avec Mme Pelletier. Je me fais une certaine idée de Portneuf, puis je pense que c'est une vision, comme quand j'ai travaillé sur l'élaboration de la vision Portneuf 2030, que tous les intervenants avaient. Premièrement, au niveau économique, Portneuf est clairement le grenier de la capitale nationale. Tout le secteur bioalimentaire, c'est plus de 50 de notre économie et des emplois. L'agriculture, l'agroalimentaire avec la transformation et, il ne faut pas oublier, la foresterie qui est très importante. Je me permets, dans chacun de ces secteurs-là, et ça va être les mêmes au niveau du secteur industriel, qui est le deuxième des secteurs. Quand j'ai eu l'honneur de faire des conférences avec Raymond Bachand, lui serait meilleur pour vous expliquer le phénomène des grappes économiques, à quel point c'est important, puis les gens des chambres de commerce connaissent très bien. Mais je pense que la meilleure façon de le vulgariser, c'est dans les mots d'un de mes voisins et agriculteurs, François Montembeault, que nos secteurs, c'est nous autres qui fait vivre le plus Portneuf. La grande entreprise va le faire, mais chacune de nos PME, des 700 qui sont dans l'agriculture, mais des transformateurs et des forestiers, on est ceux qui font le plus affaire avec les autres PME de Portneuf, qui permet d'emmener tous les services qu'on a, que même la Caisse populaire reste, qu'on ait un super dynamisme. Et c'est maintenant qu'on brise un mythe. Portneuf n'est pas une banlieue de Québec. Quand on a fait l'étude sur le logement dans Portneuf, les chiffres étaient très clairs. Des fois, on peut avoir une certaine vision, une certaine idée qu'on se fait, mais ce n'est pas ça. On a plus de gens qui viennent de l'extérieur de Portneuf pour venir travailler. Pareil comme notre préfet, pareil comme la majorité des élus, j'espère tous les élus. Notre travail, on souhaite tous que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, et là, ça va peut-être être controversé les mots que je vais utiliser, mais on espère tous qu'on ne va pas devenir la MRC de la Côte-de-Beaupré. On a un tissu social, les gens y vivent, ils travaillent, puis on décide ici. Une des grandes différences qu'on a au niveau économique, c'est on priorise l'innovation, aller sur chacun, n'importe quel rang. Puis vous allez voir toutes les constructions qui se font sur nos fermes dans toutes les entreprises pour répondre à la question de monsieur. Et c'est en lien avec notre économie puis la pénurie de travailleurs qu'on peut avoir. Une des fortes problématiques, puis je le vois avec mes ouvriers qui viennent de l'extérieur, c'est que pour avoir un bon travailleur, ça demande une coordination yeux-mains parfaite. Un petit malin qu'on veut avoir. Mais c'est sûr que pour la majorité des gens qui sont nés ici, qui avaient toutes ces qualifications-là, ben ils sont devenus dentistes, maîtres électriciens, plein d'autres domaines. Puis des fois, on n'a pas été assez fort pour vitaliser notre secteur, puis on les a perdus. Et si on veut être capable de garder nos travailleurs, ben il faut continuer sur la voie qu'on est là, puis investir massivement en innovation. On a des emplois de meilleure qualité, diversifiés, puis les gens sont heureux de vivre ici. On a un mode de vie peut-être différent en région,
mais on tient à le conserver, puis c'est ça qui fait notre spécificité, hein. Je pourrais vous continuer encore longtemps parce qu'on n'a pas encore couvert tout le secteur, entre autres, du tourisme et de la culture, mais qui a un dynamisme autant avec l'agriculture, comme on l'a vu la fin de semaine dernière avec la route Art et Saveur de Portneuf, qu'avec la grande entreprise comme avec le fonds Alcoa, hein, qui permet toute une diversité qui fait qu'on a un milieu plaisant puis les travailleurs veulent rester ici. Merci beaucoup. Donc, Portneuf, c'est une région qui est très importante. Très importante parce que au niveau du tourisme, au niveau de l'agroalimentaire, la villégiature, la chasse, la pêche, beaucoup d'entreprises très technologiques. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans Portneuf. Mais malheureusement, Portneuf il n'est pas considéré comme une région pauvre pour les gouvernements. Pourquoi? Parce que vous êtes à peu près à une demi-heure de Québec, une demi-heure de Trois-Rivières, 1h30, maximum 2 heures de Montréal. 3/4 d'heure, vous êtes rendu de l'autre bord du pont. Vous pouvez vous déplacer n'importe où. Puis vous avez accès à tous ces marchés-là. Donc, pour les gouvernements, on voit souvent que même si vous avez quelqu'un qui est dans le gouvernement avec vous, souvent, l'argent et les investissements ne viennent pas. Parce que vous êtes capable d'être indépendant. Vous êtes capable de vous débrouiller. Vous savez, ce qui est important, c'est de ne pas de laisser aux fonctionnaires décider à votre place qu'est-ce que vous avez besoin. C'est pour ça que nous autres, on veut toujours redonner l'argent ou la laisser dans les poches des contribuables, des entreprises. Pour nous, c'est important de donner les moyens financiers aux régions au lieu de toujours garder l'emprise par l'État, garder les intérêts pour les intérêts des grandes villes, comme Québec, Montréal, parce que souvent, les régions vont servir à faire des jobs dans les grandes villes et l'argent ne revient pas. Puis vous savez, comme je vous disais, Portneuf n'est pas une région dite pauvre, une région dite ressource. Donc, quand il y a de l'argent investi par le gouvernement qui est au pouvoir, bien souvent, on va y aller pour acheter des votes. Fait qu'on va mettre des millions où? On va mettre des millions en Gaspésie, on va mettre des millions un peu partout. Pourquoi? Pour acheter des votes, pour être capable de faire des emplois, pour garder ces régions-là quand même debout. Je pense que c'est normal, oui, mais il faut être conscient que vous, dans Portneuf, vous n'avez pas accès à tous ces moyens-là parce que, justement, vous êtes des gens qui sont capables de se débrouiller et vous êtes dans un secteur où vous pouvez aller n'importe où sans problème. Puis le gouvernement sait très bien que si vous ne travaillez pas à Portneuf, vous allez travailler à Québec, vous allez travailler ailleurs. Fait que c'est pour ça que pour nous, que l'argent doit toujours revenir le plus possible dans les poches. Pas revenir, mais il faut qu'elle reste dans l'argent des entreprises. C'est pour ça que pour nous, c'est bien simple. On veut enlever les subventions, on veut baisser les impôts, on veut baisser les taxes, justement pour que les personnes qui restent dans la région soient capables d'investir à leur manière et selon leurs besoins. Alors, au niveau économique, bien sûr, je ne vais pas challenger mon ami Christian au niveau agroalimentaire, agrotourisme ou peu importe. Il a parfaitement raison. On est le grenier de la capitale nationale. On est une économie forte à ce niveau-là. Ils ont besoin de nous. Et je dois dire que dans cette campagne électorale, on a l'occasion de côtoyer des gens de la capitale nationale, des élus, des candidats. Et puis, c'est bon de toujours leur rappeler que Portneuf est là et qu'ils en ont besoin parce que souvent, ils ont tendance à l'oublier rapidement. Puis ça, c'est notre mandat, nous autres, justement, d'aller vers la capitale nationale et leur dire qu'on est présent. Les réalités dans Portneuf sont différentes pour les 18 municipalités qu'on a au niveau économique. Comme M. Morin le disait, on a le problème qu'on fait partie de la capitale nationale, il y a des bons salaires, tout ça. On va en Mauricie, à côté, ils n'auront pas les mêmes subventions au niveau économique, tout ça. On parle de Saint-Hubert, Saint-Casimir qui sont à côté, font face à une concurrence différente. Alors, il faut travailler sur le dossier. Au niveau économique, notre force aussi, on a le plus grand parc industriel, le plus grand nombre de pieds carrés au niveau des parcs industriels dans la capitale nationale. Alors là, nous, on devient un atout majeur pour attirer des entreprises vers chez nous de grandes... On parle de main-d'œuvre, bien sûr, mais si on attire des grandes entreprises, les gens, il faut montrer la beauté de Portneuf pour les attirer vers nous, justement, pour que les gens viennent
pas juste rester dans Port-Neuf pour aller travailler à Québec. Ça, c'est une autre chose. Au niveau économique, on est important pour la capitale nationale. Les gens viennent rester ici pour aller travailler à Québec. Nous, on veut les garder avec nous aussi. On veut que les gens s'établissent, les familles s'établissent dans Port-Neuf pour rester et travailler dans Port-Neuf. Grâce, justement, à notre terrain de jeu. Port-Neuf, c'est un terrain de jeu pour la capitale nationale. Vous prenez le Mont-Tremblant, mettons, pour Montréal. C'est une place où les gens montent, vont aller jouer là la fin de semaine, tout ça. On est devenu ça aujourd'hui. On attire des gens de partout dans nos régions. Au niveau touristique, là, on est un atout majeur. Puis, je trouve qu'on le propage pas encore assez. Alors, c'est important parce que nous, on est les premiers où les gens vont venir, puis après ça, ils vont peut-être aller faire un tour vers Québec. Écoutez, un jour, on va peut-être voir, justement, en travaillant fort, arriver un bateau de croisière au quai de Port-Neuf, et à partir de là, les gens vont venir se diffuser dans Port-Neuf un peu partout. Ça va nous donner une force économique, et c'est ça qui est important. Il faut être visionnaire à ce niveau-là. Alors ça, on peut le voir, justement, à différents niveaux. Mais permettre aux entreprises aussi de se développer et de devenir des acteurs importants économiques, c'est aussi de continuer d'améliorer le réseau Internet. Je le sais qu'il n'est pas parfait. On continue de travailler là-dessus. Le télétravail devient une option. Les gens vont venir s'établir, vont travailler à la maison. Alors, c'est important. Il faut être plus compétitif, plus rapide dans ces niveaux-là. Demain, les entreprises de demain vont avoir besoin de ce genre de disponibilité-là. Alors, ça va être important de travailler à ce niveau. Alors, on sait bien sûr que l'accessibilité routière, le réseau routier, est un facteur important au niveau économique aussi à développer pour pouvoir amener les gens vers nous pour qu'ils viennent faire un tour dans Port-Neuf, autant pour la proximité de nos matières premières. On a beaucoup de matières, le bois, le granit, on a toutes sortes de produits qui sont à côté de la capitale nationale. Souvent, il y a tellement de produits qui sortent du comté de Port-Neuf à visiter des entreprises. On peut le voir, justement, juste la fonderie La Roche, des fois qu'on ne pense pas à Pont-Rouge, qui a à peu près 100 employés. Juste eux autres sont méconnus, mais il y a beaucoup de produits qui sont fabriqués là, exportés un peu partout. Alors, c'est pour ça qu'on est un atout majeur pour la capitale nationale. Il faut toujours leur rappeler. Ça, c'est important. Alors, c'est le rôle de votre député qui sera élu de toujours garder en tête pour la capitale nationale que Port-Neuf est un atout majeur. Port-Neuf, en effet, fait partie intégrante de la capitale nationale. D'ailleurs, plusieurs des propositions qui sont contenues dans notre plateforme électorale à la Coalition Avenir Québec touchent Port-Neuf. J'insiste toujours très fort auprès de François Legault pour qu'on puisse ne jamais oublier Port-Neuf. Il est venu déjà 4 fois en 1 an ici. Il était la dernière fois à Cap-Santé. À chacune de mes rencontres, je rappelle au caucus des candidats l'importance de ne pas oublier Port-Neuf. Port-Neuf a des particularités qui ne sont pas les mêmes que celles de Québec. Notre géographie est différente, notre économie est différente. Le maire de Québec a une tête forte. Et il privilégie, bien entendu, le développement de son agglomération. Je vais toujours faire en sorte de favoriser les choses pour que Port-Neuf puisse avoir sa place dans les instances décisionnelles. La politique de la chaise vide est toujours la moins bonne politique à adopter. Je veux rappeler l'importance, justement, du rôle que joue Daniel Dion et le préfet, qui siège au Forum des élus de la capitale. Il est important que Port-Neuf prenne toujours sa place. Selon moi, Port-Neuf doit retrouver une fierté. Il faut unifier Port-Neuf pour que nous soyons plus forts. Nous n'avons pas à être gênés, bien au contraire. Soyons fiers de nos réalisations. Souvent, je suis agacé lorsque j'ouvre la télévision, que je vois une vidéo sur tourisme Lanaudière, tourisme Charlevoix, et que j'en vois jamais à propos de tourisme Port-Neuf, à propos de Port-Neuf en général. Donc le développement de Québec, comme M. Gass le disait tout à l'heure, se fait par l'ouest. Il y aura des défis importants à réaliser en termes de réseau routier. M. Gass, d'ailleurs, je salue l'initiative de ce matin. Je trouve que c'est une bonne idée d'ouvrir un nouvel accès vers l'autoroute vers Québec. Mais aussi, il y aura des problèmes à gérer au niveau de Pont-Rouge et de Sainte-Catherine pour faciliter l'accès dans le nord du comté. Sur le plan industriel, bien entendu, on est idéalement positionné sur le bord de l'autoroute 40. Il va falloir mettre un accent sur notre diversité intellectuelle. On a en effet 5 parcs industriels. Le rôle du gouvernement est de les accompagner aussi pour qu'ils se garnissent de plus en plus. Sur le plan touristique, Port-Neuf, en effet, est le terrain de jeu de la capitale nationale.
Et de plus en plus, le tourisme nature prend de la place dans la vie de tous les jours. On a la Vallée Bras du Nord, le parc régional de Portneuf, bien entendu. Et on constate, j'ai rencontré beaucoup d'élus, beaucoup d'organismes, on constate que notre offre d'hébergement devient de plus en plus limitée dans Portneuf. Il y a d'ailleurs des projets en gestation dans l'Est et dans l'Ouest. Il faut étudier comment le gouvernement du Québec pourrait les accompagner dans leur concrétisation. On a bien entendu notre fleuve, avec le quai de Portneuf, qui est un de nos joyaux à qui il faut redonner ses lettres de noblesse, et nos 77 km de littoral le long du fleuve qu'il faut mieux mettre en valeur. Mes multiples rencontres avec des intervenants touristiques, dont Charles ici dans la salle, mettent en évidence qu'une des problématiques majeures de Portneuf en matière de tourisme et le transport de l'aéroport vers nos destinations touristiques. À cet effet, j'ai eu une rencontre avec le directeur de l'aéroport et de l'Office du tourisme de Québec pour qu'on structure mieux notre offre dans l'encadrement de nos touristes pour les amener dans notre région. François Legault et moi parlons souvent de tourisme et la CAQ souhaite travailler pour une augmentation des vols commerciaux à Québec, ce qui aura forcément une interférence sur Portneuf. L'industrie de la chasse et de la pêche est un moteur fort pour notre économie. La CAQ veut redorer l'industrie de la chasse et de la pêche en incitant la jeunesse à pratiquer ce sport. Bien entendu, l'agrotourisme est l'une de nos fiertés. L'agrotourisme, c'est notre carte de visite. Un gouvernement de la CAQ s'engage à mettre sur pied un fonds d'investissement agricole accessible aux entreprises d'agrotourisme. Alors, Portneuf est englobé dans une structure beaucoup plus grande de la capitale nationale, plus grande et plus forte. Il peut y avoir des avantages, des services, un accès plus rapide aux grands hôpitaux, de la visibilité pour notre tourisme, notre agriculture, notre culture, nos sites de plein air. Et aussi, on a un lien avec un centre important, le port de Québec, qui est un grand centre import-export. Par contre, on peut être aussi noyé, comme d'autres l'ont dit, ou oublié par la capitale nationale, et on n'a pas toujours notre juste part dans les aides gouvernementales. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord pour dire que Portneuf n'est pas une banlieue. Pas partout. Dans l'Ouest, évidemment, Portneuf est protégé de ce côté-là. Mais les premières municipalités, on voit les développements qui se font à une vitesse phénoménale. D'ailleurs, dans Neuville, qui est une zone agricole assez importante du comté. Donc, puis les villes dortoirs, ça contribue peu au dynamisme socio-économique. Alors, c'est important de veiller à ça quand même. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, que je connais ou que je sais qui vont travailler à Québec, ça existe, mais plus dans les zones, évidemment, Pont-Rouge, Neuville, Cap-Santé. Puis ça commence à s'étendre un peu. J'ai même rencontré des gens de Portneuf qui achètent ici, comme j'ai dit tantôt, parce que les maisons sont pas chères, mais qui travaillent en ville parce que c'est là qu'ils ont leur travail. Mais moi, de l'autre côté, j'ai une fierté pour Portneuf et je rencontre beaucoup de gens qui sont très fiers et qui choisissent de venir ici. Et c'est pour ça qu'on doit miser sur les forces de Portneuf. Le Grand Portneuf regorge d'entrepreneurs créatifs et d'un milieu de vie vraiment extrêmement intéressant. Puis il y a un potentiel vraiment d'innovation extrêmement fertile pour la région. Il y a beaucoup de travailleurs autonomes, de petites et moyennes entreprises qui s'installent, qui se développent avec des produits distinctifs de qualité. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut miser pour avoir notre signature. Il est un important fournisseur, on l'a dit tantôt, de produits maraîchers, laitiers, de qualité pour toute la région, ça, je suis tout à fait d'accord. Et c'est un joueur il y a déjà des joueurs présents, des agriculteurs traditionnels qui se lèguent leurs fermes, pour certains, depuis 11 à 13 générations. Mais il y a aussi une nouvelle génération d'agriculteurs, on en a un ici, qui développent des créneaux plus écologiques, plus respectueux de l'environnement et reviennent à des modèles plus à échelle humaine. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait développer sur le territoire et qu'on veut encourager chez Québec solidaire. C'est un territoire aussi avec un environnement vraiment formidable qui va du fleuve à la montagne, avec des forêts, des lacs, avec un patrimoine bâti très intéressant dans les cœurs des villages et qu'on doit aussi mettre au service de la population. Il y a des beaux exemples ici d'initiatives vraiment intéressantes. Évidemment, je vais vous parler un peu de culture parce que c'est plus dans ça que je me suis impliquée. Par exemple, Deschambault, c'est un beau mélange de patrimoine et d'art contemporain qui est reconnu à travers tout le Québec. Et les gens viennent ici, dans ce beau cœur villageois-là, où il y a des petits commerces comme une chocolaterie, une boulangerie, donc des petits commerces de proximité. Et ça donne des cœurs de village vivants.
Il y a les marchés publics, les fêtes gourmandes, la route des arts et saveurs dont on a parlé déjà, et les parcs naturels régionaux et la vallée Bras-du-Nord. Moi, j'en parle aussi parce que c'est des formes différentes de travailler, des coopératives de solidarité qui aident à réintégrer des jeunes sur le marché du travail. Et ça aussi, c'est important. Les communautés tissées serrées, c'est ça qu'on est dans Port-Neuf, c'est ça qu'on doit développer et c'est ce qui va nous aider à sortir du lot. C'est un milieu de vie, donc, qui attire aussi les jeunes, familles des milieux urbains pour élever leurs enfants. Alors, il faut valoriser les services de proximité, comme les cinémas, les écoles de musique, pour que les gens aient une vie, les petits jardins communautaires, comme on a ici. Oh mon Dieu! Je ne vous ai pas regardé en plein milieu. Voilà. Et aussi, ce qui est important, je vais parler de l'achat local, parce qu'il faut avoir une fierté. Au Québec, on a développé une fierté de nos microbrasseries sur tout le territoire. On en a aussi dans Port-Neuf. On a cette fierté-là pour ces produits-là. Par contre, il faut avoir des salaires qui ont de l'allure pour être capable de se payer ces choses-là. Donc, c'est important de travailler sur la qualité de nos produits. Donc, si l'argent reste ici, les retombées restent ici, ça améliore la qualité de vie ici. Donc, encourageons les gens d'ici, mais pour ça, encore une fois, il faut avoir des salaires. Pourquoi on propose un salaire minimum à 15 $, entre autres? Ma question s'adresse à M. Hébert. On vous demanderait de vous dire, M. Vous avez parlé tout à l'heure que vous allez bien concernant l'économie dans Port-Neuf, au niveau agricole, foresterie, etc. Qu'est-ce que vous avez à dire à un producteur forestier qui n'a pas de quota pour faire du bois de la part de l'UPA, qui est quand même son syndicat, tout comme il est votre syndicat de producteurs agricoles? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ce producteur-là, qui n'a pas aucun quota, donc il n'a pas de travail à faire pour gagner sa vie? Qu'est-ce que vous avez à lui dire? C'est pas l'UPA, c'est le syndicat des producteurs forestiers qui prend ses décisions puis qui est affilié à l'UPA. Fait que toujours, c'est pas l'UPA qui guide, c'est les producteurs forestiers qui sont ensemble en syndicat. Et effectivement, on a une problématique qui est liée... pour avoir du quota, il faut avoir le volume puis le prix qui va avec. Je peux vous sensibiliser à un des sujets qui nous touche là puis qui va faire que ça s'améliore pas. On a dans Port-Neuf, on a dans Capitale-Nationale, puis c'est nous qui l'avons dans Port-Neuf, une des dernières forêts vierges du Québec, complètement dans le nord. Le ministère des Ressources naturelles a attribué les droits de coupe de cette forêt-là pour, avec ce bois-là, faire du dumping sur le marché américain, ce qui fait complètement chuter le prix du bois pour les producteurs forestiers qui, eux, avaient des plans d'aménagement, puis qui travaillent très bien en respect avec l'environnement. Et ça, c'est interrelié. Et c'est d'où l'importance, justement, au niveau-là, de ne pas autoriser des coupes comme ça, d'être capable de travailler avec... d'être juste. On peut comprendre des fois que les Américains nous haïssent quand c'est nous autres qui fait du dumping puis qu'on s'attaque à nos propres producteurs. Fait qu'il faut faire augmenter le bois. Puis après ça, je pense qu'il va y avoir de la place au syndicat des producteurs forestiers, justement, pour l'attribution. Mais j'y irai pas plus loin dans les décisions internes d'un syndicat des producteurs forestiers. Mais ce qu'on peut faire comme gouvernement, c'est le milieu de commercialisation en respect avec l'environnement, travailler pour les citoyens. J'espère avoir répondu le mieux possible à votre question, madame. Pas tellement. Ah, ben là. mais comme administrateur, c'est pas nous autres qui va guider les décisions au niveau des producteurs forestiers. Pour Mme Pelletier? C'est facile de dire que il faudrait demander aux entrepreneurs de leur donner au moins 15 $ à l'heure. Vous êtes informés, s'ils ont le moyen de payer 15 $ à l'heure, les subventions à ces gens-là. Moi, j'ai des amis qui sont entrepreneurs. Et la journée qu'ils vont avoir 15 $, c'est fort. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Bien, je vais vous répondre. D'accord. Oui. Bien sûr, tout dépendant du type d'entreprise, il va y avoir de l'aide pour faire une transition pour ceux qui ont de la difficulté. Mais il y a aussi le fait que, moi, en tout cas, je réponds, entre autres, la personne qui a le cinéma à Saint-Raymond m'a dit, moi, si je monte à 15 $ de l'heure, je vous donne un exemple, parce que c'est concret, puis elle me l'a dit, je vais fermer mon cinéma. Ce que je lui ai répondu, c'est que s'il y a plus de gens qui gagnent de l'argent, la première chose que les gens coupent quand ils n'ont pas d'argent, c'est les sorties
et des choses comme ça. Donc, elle, ça va permettre, il va y avoir plus de gens qui vont avoir plus d'argent pour aller faire des choses ici. Mais je ne sais pas quel type d'entreprise vous avez, là, mais c'est sûr qu'il y a une aide et une assistance pour les entreprises, entre autres agricoles, parce qu'on est très conscient que, je ne sais pas, moi, ceux qui ramassent des fraises, des choses comme ça, s'ils vendent, si on est à 15 $ de l'heure, bien, ils ne sont pas capables de payer leurs employés, puis ils ne seront pas capables d'y arriver. Même chose pour les organismes à but sans lucratif ou qui travaillent dans des choses comme ça, on va aider à faire cette transition-là. Voilà. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Ça dépend de la situation. Oui, ça dépend des situations de chacun. Là, je ne peux pas vous dire, précisément chacune, mais il y a ses pensées, bien sûr. Troisième sujet. L'ordre d'apparition pour le troisième sujet sera M. Morin, M. Gasse, M. Caron, suivi de Mme Pelletier, puis terminé avec M. Hébert. Donc, le sujet numéro 3, pardon. De quelle façon votre parti peut intervenir sur la lourdeur de l'administration des affaires imposées aux entreprises? Bon, bien, nous, c'est clair, c'est assez simple, c'est pas mal là qu'on veut se diriger. Nous, la lourdeur de l'État, on n'aime pas ça, on n'aime pas les taxes, on n'aime pas les impôts élevés, on n'aime pas les subventions, on n'aime pas tout ça. L'important pour nous, c'est vraiment de baisser totalement ces choses-là. C'est sûr que nous, le 1er octobre, on n'est pas au pouvoir. C'est sûr que nous, on ne peut pas prendre ces décisions-là. Mais comme Québec solidaire depuis 10 ans, qui ont été capables, à l'Assemblée nationale avec 3 députés, ils ont été capables de tranquillement tasser l'Assemblée nationale sur certains sujets. Nous, c'est notre but aussi, de rentrer dans l'Assemblée nationale pour justement être capable de tirer un peu la couverte de ce bord-là. Parce que présentement, on se le dira, à peu près tous les partis sont pareils à l'Assemblée nationale. Toujours plus d'impôts, toujours plus de programmes, toujours plus de contrôle. Bien, nous, c'est le contraire qu'on veut. Nous, on a confiance en vous autres, puis c'est pour ça que vous êtes capable de gérer toutes ces choses-là par vous-même, et nous, on est capable de vous enlever le poids au niveau administratif. Ouvrir un dépanneur, avoir 15 permis, c'est pas tout à fait normal. D'après moi, on serait capable de le faire avec 2 permis. Mais il faut juste réussir à changer un petit peu toute cette façon de faire-là qui est toujours un plus gros État, puis il faut toujours contrôler plus les gens. Vous savez, au Québec, il y a à peu près 4 milliards de subventions qui se font au Québec par année. Puis si je vous rappelle, là, peut-être environ 2 ans, tout le monde s'en rappelle, 1,5 milliard a été à Bombardier. 1,5 milliard qui a été pris dans chaque poche des entreprises. Je ne sais pas ce que vous auriez fait avec, là, mais je suis certain que vous auriez fait quelque chose de mieux que préparer une grosse entreprise pour être vendue pour des peanuts à Airbus. C'est tout cet argent-là, c'est pour ça que nous, cet argent-là, elle doit rester dans les poches des entreprises et eux doivent faire ce qu'ils veulent avec parce qu'ils sont capables de l'investir eux autres mêmes. C'est sûr que aussitôt vous mettez le gouvernement, aussitôt que le gouvernement manipule le moins d'argent possible, bien, c'est toujours plus simple et plus efficace. Plus que vous l'en remettez sur le dos, plus que ça devient compliqué, puis en bout de ligne, à chaque fois que votre argent se passe de main en main, de ministère en ministère, etc., on arrive à bout de ligne, puis il n'y en a plus d'argent. C'est comme ça que ça se passe présentement. Fait que c'est pour ça qu'il faut tout essayer d'enlever, en tout cas, d'enlever le plus possible de toutes ces lourdeurs administratives. C'est sûr que nous, dans le fond, on est les seuls qui ne veulent pas toucher à votre argent. Nous, on veut qu'elle reste dans vos poches parce que nous, on croit que vous êtes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs, vous êtes ceux qui sont en place, qui sont capables de mieux gérer cet argent-là. Plus que vous allez en avoir dans vos poches, comme exemple, on prend le salaire à 15 bien, avec tout ce qu'il y a comme administration-là, c'est impossible que les employeurs soient capables de payer des gens au salaire minimum à 15 $. Encore là, à moins que le gouvernement subventionne. Mais pourquoi subventionner en allant chercher de l'argent des entreprises pour la redonner aux entreprises pour qu'elles en donnent un petit peu plus? On peut-tu leur laisser cet argent-là, puis eux feront bien ce qu'ils veulent avec? Puis s'ils veulent le donner, le 15 $ à leurs employés, ils leur donneront, s'ils ont les moyens. Nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est pas à l'État à aller dire au monde qu'est-ce qu'ils ont à faire. Alors oui, effectivement, moi-même entrepreneur, ma conjointe aussi entrepreneur, la lourdeur du gouvernement fait partie de l'intégralité
problématiques qu'on a à gérer au quotidien. C'est sûr que, puis Portneuf en est un exemple, on a plein d'entrepreneurs qui sont souvent seuls au début, ils partent, où il y a des gens autour, puis le besoin, eux autres, ce qu'ils doivent faire, c'est travailler sur le terrain. S'ils partent d'une entreprise, c'est parce qu'ils sont justement les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Puis, souvent, la lourdeur administrative fait en sorte que la moitié du temps ou une partie du temps vont la passer à essayer de décortiquer tout ça. Alors ça, c'est important. Alors juste que pour montrer que cette question-là, c'est au cœur des préoccupations, eh bien, j'en sais quelque chose, comme je disais, le Parti libéral, il a déjà amorcé une réduction de 20 environ 19,6 pour être plus précis, mais là, les chiffres, des coûts de formalité administrative. Puis nous avons pris l'engagement de poursuivre cette diminution dans les prochaines années. Justement, on a des exemples avec les déclarations de l'employeur en matière d'équité salariale, moins de formalités pour les PME, une simplification du processus. À la suite des changements, justement, plus de 25 000 entreprises sont plus tenues de remplir des formalités administratives. Ça concerne beaucoup d'entreprises dans Portneuf. C'est le genre de choses qu'on peut voir, justement, qui arrivent. Quand on a une nouvelle entreprise qui part, là, je vous donne un exemple, ici à Saint-Raymond, la boucherie des chefs, nos deux jeunes, là, Charles et Julien, ils n'ont pas le temps de passer la moitié de leur journée avec l'administration, ces choses-là, puis c'est pas évident de trouver de l'aide. Là, le rôle des chambres de commerce aussi rentre là-dedans. Vous, ici, les personnes qui sont dans la chambre de commerce, qui avaient de l'expérience avec ça, qui avaient passé à travers ça, on sait que Sage Mentorat donne un excellent coup de main à ce niveau-là pour voir la marche à suivre. Parce que partir du point A jusqu'au point final au gouvernement, c'est comme les 12 travaux d'Astérix. Des fois, on se rive le nez à beaucoup d'étapes et ça nous retarde, ça nous met non productifs. Alors, à ce niveau-là, bien, il faut les aider. Juste pour vous mentionner, la route des arts et saveurs qu'on a eu en fin de semaine, j'ai vu une autre belle preuve d'initiative qui a besoin d'aide. C'est le poulailler Portneuf de Laurence Petitclerc, qui a, elle aussi, 22 ans. Puis, c'est pas évident là, pour elle qui commence tout ça à prendre, en plus dans le domaine de son domaine en particulier, l'élevage des poules pondeuses. Alors déjà là, qu'il faut qu'en plus, elle se tape la job administrative. Alors de faciliter tout ce courant-là va donner un coup de main. Alors c'est avec des preuves comme ça d'alléger les règles encadrant les documents d'expédition aussi pour le transport. On le sait, on a des compagnies de transport. Je suis dans le transport. C'est lourd, toute la paperasse qu'on a à remplir. Il faut savoir, là, il y a des programmes qui l'allègent. Comme je disais tout à l'heure, les permis à remplir toutes les années, là, bien, on garde pour mettre ça aux 3 ans. C'est des choses concrètes. Ça paraît des petites choses, mais au bout de la ligne, ils font un énorme changement. Parce que l'heure qu'on ne passe pas dans le bureau, bien, on la passe sur le chantier à rendre notre entreprise encore plus productive. Puis on le sait, M. Hébert peut le constater, je veux dire, vous êtes dans les champs, vous avez des cultures à faire, des choses, il y a des temps plus demandants que d'autres. Alors c'est important, justement, de pouvoir faciliter tout ça. Puis les chambres de commerce, comme je le disais, vont être un partenaire majeur dans ce système-là qui va continuer d'être mis en place. On sait bien sûr qu'en 2015, on a constitué un guichet unique destiné aux entrepreneurs pour simplifier l'accès aux services gouvernementaux. Alors, permis, finances, exportation, innovation. Il y a des choses qui sont faites. Il faut continuer à travailler dessus. Merci. Bien, la CAQ a toujours dénoncé la lourdeur et la lenteur administrative. Nous sommes d'ailleurs le seul parti à le revendiquer depuis toujours à l'Assemblée nationale lorsque nous questionnons le gouvernement. Certains fonctionnaires alimentent une bureaucratie qui n'est pas forcément nécessaire. Il y a des rapports qui sont inutiles actuellement. En effet, M. Morin parlait des permis liés aux dépanneurs, mais il y a aussi des processus qui sont archaïques. Si on pense au processus pour permettre de vendre de l'alcool dans un restaurant, ça date encore quasiment du temps de la Prohibition. Donc il y a vraiment une rénovation à faire dans ce domaine-là. Pas question de couper parmi les fonctionnaires. Nous, on veut donner des services, on veut respecter les gens qui donnent les services directement à la population. Au contraire, on veut plutôt améliorer le service à la clientèle. À la CAQ, on propose de faire une cure d'amaigrissement de 1% dans le nombre de fonctionnaires de l'État, c'est-à-dire remplacer un employé sur 7 qui partira pour la retraite. Cet employé ne sera pas remplacé.
Nous voulons libérer la force, comme M. Gass le disait il y a quelques instants, la force de nos entrepreneurs avec l'allègement de la bureaucratie, à la fois pour nos entrepreneurs, mais aussi pour nos travailleurs autonomes, qui n'ont pas le luxe de prendre autant de temps pour remplir de la paperasse. Nous voulons faire une lutte au gaspillage et allons faire la chasse aux abus de l'argent public, de l'utilisation abusive de l'argent public. Nous voulons une simplification du régime fiscal. Pas question d'augmenter les taxes aux entreprises. Ça serait irresponsable dans un contexte où le Québec évolue dans un marché mondial où la compétition fiscale est très importante. Il ne faut pas, ceci dit, empêcher le gouvernement d'examiner la pertinence et l'efficacité des crédits d'impôt en place. Je veux justement me pencher sur une situation qui était légèrement évoquée tout à l'heure, la situation de certaines entreprises de l'ouest de Portneuf qui, en étant voisines d'une région éloignée, ne peuvent pas bénéficier de crédits d'impôt. Si je prends un exemple concret, Patate d'Olbec, si on le déménageait de 5 km, aurait pu avoir des crédits à l'investissement lorsqu'il a modernisé son usine. Le fait qu'il soit dans la capitale nationale, il n'a pas pu les avoir. Donc moi, je m'engage à travailler pour essayer d'imaginer une espèce de zone tampon dans ces secteurs qui sont à proximité des régions comme la nôtre, situées à côté des régions ressources. Dans mes différentes rencontres, j'ai échangé beaucoup avec des chefs d'entreprise, avec des citoyens, avec des municipalités qui sont exaspérés et irrités parfois par la lenteur et la complexité lorsqu'il s'agit d'obtenir des autorisations pour l'aménagement du territoire agricole. Incontestablement, il y a place à l'amélioration pour que le processus soit plus facile et plus rapide. Cependant, entendons-nous, il n'est nullement question pour nous de prendre des décisions unilatérales. On veut pour ça travailler à la fois avec l'UPA, mais aussi avec les municipalités pour augmenter la flexibilité et permettre, on a des cas de figure très illustrés ici dans le comté de Portneuf, par exemple Machitech, qui attend 2 ans pour pouvoir obtenir l'autorisation pour un léger agrandissement. Donc, vous comprendrez qu'à la CAQ, on est prêt à réformer toute une série de choses pour accompagner nos chefs d'entreprise. Vous savez que François Legault est un entrepreneur, hein, il a fondé Air Transat, et chaque jour, eh bien, il veut un compteur du nombre d'entreprises qui se créent au Québec, et c'est en simplifiant le processus, les processus qui sont actuellement connus qu'on pourra soutenir nos entreprises à se développer et à se multiplier au Québec. Alors, pour Québec solidaire, il y a essentiellement 3 façons. Premièrement, il y a la redirection des subventions des grosses entreprises vers les plus petites entreprises afin de réduire le 2 poids, 2 mesures qui existe entre les PME et les grandes entreprises. Je vous explique. C'est qu'une grande entreprise va avoir les moyens de se payer des employés qui vont se consacrer entièrement à la gestion, à la demande d'aide gouvernementale, à toutes ces choses-là, tandis que les petites entreprises, ils n'ont pas les moyens de faire ça, on l'a dit tout à l'heure. Des fois, ils sont comme la cultivatrice, elle est seule, elle fait ça donc elle-même. Donc, c'est important de rediriger les subventions des grosses entreprises qui ont déjà énormément de facilité à faire ça eux-mêmes vers les petites pour les soutenir au développement puis au soutien administratif, parce que c'est là où ça blesse. Québec solidaire va aussi appuyer la création de coopératives d'aide en administration des entreprises, ce qui permettrait de fournir des services abordables aux PME du comté en termes de fiscalité, de demande de subventions, de respect des normes, de processus d'embauche, de réglementation municipale, provinciale, fédérale. Et comme exemple, on peut prendre exactement ce qui s'est passé avec la coop d'intégration qui a été faite par Joël Godin. Donc, c'est des gens qui s'unissent et qui partagent un service ensemble. Alors, s'il y a un partage coopératif, c'est que toutes les entreprises, c'est les mêmes choses qu'il faut faire partout, en fait. Fait que s'il y avait un service comme celui-là qui serait accessible, pas très dispendieux, bien, les gens pourraient faire appel à ça au lieu de perdre beaucoup de temps à l'administration. J'en sais quelque chose, moi aussi. Mon conjoint est travailleur autonome et je l'assiste beaucoup dans ce domaine-là. Et ça demande énormément de temps quand ce qu'il faut faire, c'est travailler sur nos produits, travailler sur ce qu'on fait. Le troisième point, bien évidemment, Québec solidaire, ça ne le cache pas, la souveraineté du Québec permettrait de réduire de moitié plusieurs demandes provenant des agences et ministères parce que souvent, tout est dédoublé. Les demandes viennent à la fois du fédéral, du provincial et tout ça pourrait être regroupé au sein d'une seule administration québécoise. Donc, ça simplifie beaucoup les choses de ce côté-là. Par contre, il faut faire attention
Les normes et les réglementations, ça permet d'anticiper puis de régler des problèmes qui ont des impacts néfastes à long terme. Les normes d'hygiène et de salubrité, ça en est un bon exemple, surtout quand on travaille avec du vivant, par exemple en agriculture, comme dans le fromage et tout ça. Donc, des fois, le climat de compétition, et c'est exactement ce que le cultivateur, le père de la fille Laurence, on a fait la même visite en fin de semaine, ils sont obligés de se payer des grosses machines pour vérifier la qualité du lait, tout ça. Donc, ça fait que les gens ont tendance à privilégier de dire on voudrait moins de contrôle pour se sortir la tête de l'eau, tandis qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est d'essayer vraiment d'aider les entreprises à respecter ces choses-là qui sont quand même essentielles parce qu'on touche à la santé, exemple, dans l'alimentation. Le gouvernement, donc, solidaire ne voudrait pas niveler vers le bas dans ce qui est des normes. Puis, en fait, ça empêche dans ce temps-là aussi d'avoir un produit meilleur avec une qualité ajoutée parce que quand on essaie de le faire le plus possible avec le moins de soucis de travail, bien, on fait des produits moins différents. Ensuite, le climat de compétition peut être amoindri pour une aide au développement des PME. Ça, c'est important de le dire, parce qu'actuellement, ce qui est fait, c'est vraiment de l'aide au démarrage des entreprises, mais après, on les laisse un peu à elles-mêmes. Et en fait, il faut les soutenir pour qu'elles puissent se pérenniser et qu'elles puissent aussi se développer. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives de démarrage, mais en fait, il y a moins de soutien pour pérenniser les entreprises. Pour ce qui est de la question des entreprises, nous, dans notre cadre financier, on ose seulement celui des grandes entreprises, c'est-à-dire plus de 500 employés et plus, mais une légère hausse. Puis pour ce qui est des autres, on n'y touche pas. Mais à plus long terme, Québec solidaire aimerait avoir des taux progressifs d'imposition pour les entreprises. Avec un gouvernement du Parti québécois, la priorité sera accordée aux entrepreneurs et l'État se mettra à leur service. Fait que pour ça, on m'a fait une fleur. J'ai la meilleure citation puis qui vient de notre chef Jean-François Lisée. Je vous la lis, je commente ensuite. Depuis trop longtemps, l'État demande aux entrepreneurs d'être à son service. Or, il faut faire exactement le contraire. À l'issue de cette tournée nationale, l'équipe Priorité PME, car c'est la nôtre, ça c'est moi qui le rajoute, a identifié plusieurs façons de mieux soutenir nos PME. Notre gouvernement ira vers les entrepreneurs, allégera la paperasse et la réglementation, leur offrira des solutions personnalisées et le droit à l'erreur. Notre façon d'accompagner les entrepreneurs sera résolument actualisée. Avec nous, ceux et celles qui souhaitent élargir leurs horizons pourront enfin développer leur plein potentiel, déployer leurs ailes. Alors, quand on prend des exemples à travers tout ça, c'est-à-dire alléger la paperasse, c'est sûr, c'est des trucs que je connais personnellement puis que plusieurs de vous autres ont vécu. Quand on doit remplir des formulaires au niveau de la régie des alcools, uniquement pour la régie, la mettre en bouteille, avoir un autre formulaire de 8 pages pour le mettre en litres, un autre au niveau de la taxe d'assises pour le mettre en grammes d'alcool pur. Et ça, on le retrouve dans tous les secteurs d'entreprise, des anomalies comme ça, qui doivent être simplifiées rapidement. Au niveau de la réglementation, bien, en remplaçant pas des travailleurs, des fonctionnaires qui partent à leur retraite, bien, on coupe au niveau, dans les laboratoires, au niveau de la l'hygiène et salubrité, comme à la SEQ, mais aussi à la CPTAQ, et on transfère ce travail-là qui était fait par des spécialistes d'une façon administrative sur les entrepreneurs. Le droit à l'erreur, s'il y en a qui se sont demandé c'est quoi le droit à l'erreur, bien, c'est pendant un démarrage. Combien de personnes l'ont vu en démarrant leur entreprise, que tu fais une simple erreur au niveau d'un formulaire où tu ne connaissais pas bien la réglementation, puis tu vas devoir tout reproduire, tout recommencer au début. Et des fois même, ça emmène que l'entreprise ne va pas commencer. Et les solutions personnalisées vont aussi que plus gros du personnel dans tous les ministères, c'est les personnes qui accompagnaient les entrepreneurs qui ont été coupés. Quand la semaine dernière, j'étais au Conseil général de l'UPA avec le chef, c'est un truc que toutes les fédérations nous ont dit et que c'est ça aussi qu'on voit dans cette campagne au niveau de tous nos engagements. Tout ce que je vous dis là, on est les seuls à avoir tous nos engagements listés par secteur. Je vous invite ce soir, demain, à aller lire un État fort au service des entrepreneurs. Dans chaque secteur
que ce soit les failles qu'on a au niveau de Revenu Québec, elles sont détaillées de la façon qu'on va s'y prendre pour les résoudre et de la façon qu'elles vont être financées. On est le parti au service des gens. On est le parti qui connaît mieux l'administration où il y a ses failles et on est les seuls qui dit clairement où on va et comment on va travailler avec les citoyens. Merci. Vous savez, ici, à soir, on est ici, on vous écoute. Ah oui? Moi, ça fait 25 ans que je suis en affaires. Puis, je venais rencontrer les députés. C'est pas, je parle au mais ils m'ont jamais écouté. J'espère que la journée que quelqu'un va être élu, ils vont nous écouter. Parce qu'ils ont des deadlines autant comme autant, puis je n'ai jamais vu. Je vais pas demander de l'aide pour qu'ils me le donnent. Je vais demander de l'aide qui a un taux d'intérêt qui est moindre que les banques. Est-ce que vous pouvez formuler votre question, s'il vous plaît? Est-ce que vous allez nous écouter si vous êtes élu? Bien, écoutez, je pense que tout le monde qui sont ici ce soir, en tant que député, je pense que la job d'un député, c'est de représenter l'électeur. Représenter l'électeur devant l'appareil gouvernemental. Je pense que tout le monde qui est ici est capable de le faire. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'avec les partis politiques, il y a les lignes de parti qui viennent avec ça, puis il y a les priorités de parti. Nous, avec le Parti conservateur, il n'y a pas vraiment de ligne de parti. On s'entend sur la base qui est les valeurs du parti, moins d'État, plus de liberté individuelle, etc. Mais ce qui arrive souvent avec les gros partis, surtout quand on arrive au pouvoir, vous pouvez avoir un député qui est dans le parti au pouvoir, il va vous aider. Mais si la priorité de Portneuf ou votre priorité, ce n'est pas celle du parti, il va devoir arrêter ça là. C'est souvent ça qu'on a présentement comme problème au Québec avec le système politique qu'on a. C'est que si je prends exemple de Véronique Tremblay, que tout le monde connaît, Véronique avait des idées avant d'être en politique. Okay? À partir du moment qu'elle a été élue au Parti libéral, automatiquement, ses idées se sont mises de côté. Elle devait se lever, parler, quand le boss lui disait, puis elle devait dire exactement ce que le boss lui avait dit de dire. Et quand il y a une priorité pour tous ces gens-là qui sont dans des gros partis, surtout des partis au pouvoir, quand la réalité arrive avec un sujet qui est spécifique à leur comté, mais l'intérêt n'est pas là pour le gouvernement, bien, automatiquement, cette personne-là n'a plus un mot à dire. Puis moi, c'est sûr et certain que, de toute façon, tous les candidats du Parti conservateur du Québec, nous, notre but, c'est vraiment de redonner une voix à l'Assemblée nationale aux gens qui voient bien qu'il n'y a plus d'intérêt là-bas. Parce que moi, personnellement, je suis comme vous autres, j'en regarde ce qui se passe à l'Assemblée nationale et vraiment, je me sens plus représenté présentement. Merci, M. Une question pour M. Hébert. Oui. Je pense que j'ai bien compris, tout le monde est un peu d'accord, la lourdeur administrative, c'est pénible pour tout le monde. Je voudrais que vous précisiez par rapport à la non-diminution des normes. Par exemple, votre entreprise, je pense qu'elle est biologique. On est en transition en bio. Vous êtes en transition vers le bio. S'il y avait un abaissement des normes environnementales, quelles seraient les conséquences pour votre entreprise? Ça serait dramatique, hein? Jamais quand je parle d'allègement de la réglementation, je ne parle jamais d'allègement au niveau de la norme. Va venir avec de l'accompagnement. Souvent, quand on a cette norme-là, quand on parle qu'on a coupé dans les fonctionnaires, on a remis le rôle au producteur de lui faire toutes les grilles de gestion, de le prouver qu'il est en transition, de payer lui aussi pour la certification. Fait qu'on s'est dégagé à ce niveau-là. Mais c'est sûr que je parle jamais au niveau des normes. Les normes biologiques, on a dans les meilleures, puis on essaie d'avoir un rayonnement à l'international là-dessus, qu'on a jamais, on a adopté, il a été adopté, puis avec les autres partis aussi, des normes sur le bien-être animal qui font notre fierté, hein. Mais c'était pas pour non plus remettre aux producteurs seuls sans accompagnement toute la responsabilité pour se mettre à ce niveau-là. Et ça, c'est toujours, à toutes les fois, les gens sont pour la norme qui amène à quelque chose de qualité puis qui est bon pour tous, mais pas pour y refiler toute la paperasse, hein, puis sa responsabilité. Hein. Le dernier sujet pour notre soirée. L'ordre
pour les présentations sera M. Gass, M. Caron, Mme Pelletier, M. Hébert et on terminera avec M. Morin. Le sujet, quel programme votre parti propose-t-il pour le maintien des entreprises dans Port-Neuf, entre autres, pour faciliter le transfert d'une entreprise à un tiers? Le comté de Portneuf est un comté vieillissant. On le sait, veut pas, les gens, la communauté, les entrepreneurs vieillissent. Ça prend de la relève. Il faut les encourager, cette relève-là. Il faut les aider, justement, dans le transfert des entreprises. Il faut les accompagner là-dedans. Alors, on sait que c'est une question qui n'est pas facile, le transfert d'entreprise, mais il existe un organisme au ministère de l'Économie, Sciences et Innovation, soit le Centre de transfert d'entreprises du Québec, qui a pour mission, justement, d'aider ces entreprises-là. Trop souvent, il y a des gens qui ne savent pas quel chemin prendre. Votre député, la personne qui va être élue, comme je l'ai dit encore tantôt, c'est votre courroie de transmission. Des fois, la courroie a peut-être fait défaut pour certains, on peut comprendre, mais logiquement, il ne faut pas arrêter de se battre à ce niveau-là. C'est lui qui va amener, qui va aller peut-être chercher des réponses, des fois positives, des fois négatives. Moi, en tant que conseiller municipal, je le vis au quotidien avec les citoyens qui arrivent avec des questionnements. Je l'amène au caucus, on en discute, on trouve les réponses et on revient avec une réponse, des fois qui ne sera pas satisfaisante. Mais là, on a la possibilité, justement, au niveau du transfert d'entreprise, il y a des programmes. Alors, c'est important. Juste pour montrer un exemple, le Roquemont qui vient de changer de main. Bien, eux, dans le fond, ont profité d'une situation. Les gens sont... Il y a un couple qui est venu. Ils ont trouvé intéressant la situation et ont acheté. Pour les propriétaires qui étaient propriétaires, eux ne pensaient peut-être pas vendre aussi vite que ça. Mais, après réflexion, se sont dit comment ça va se passer par la suite. Alors, ont profité de la situation. C'est pas pour tout le monde pareil. Prenez exemple où ce qui est mon local chez Meubles Giguère. Ça, c'est un exemple, justement, que ça n'a pas été facile de faire le transfert d'entreprise. Parce que M. Giguère l'a transféré à Sabru, mais après ça, elle, cause familiale, a voulu, bien sûr, le partager à nouveau. Et on a essayé, dans le fond, est venu à un moment donné, moi je l'ai rencontré, puis j'y ai proposé notre aide pour essayer de trouver quelqu'un. On a fait des démarches, mais malheureusement, ça a été non fructueux. Ça va arriver à plusieurs entreprises, malheureusement, mais c'est important de les accompagner. Puis dans le domaine agricole, encore plus, parce que c'est pas évident pour un jeune de reprendre la terre. C'est plus compliqué aujourd'hui de vendre à un inconnu que de transférer à son propre enfant. Alors ça, c'est pas normal. Il faut travailler là-dessus. Puis c'est pour ça qu'il y a des missions centrées sur la relève des dirigeants, concentrées sur les besoins des entrepreneurs. Comme je disais, le Centre de transfert d'entreprise du Québec a cette mission-là, justement, de traiter les enjeux de la relève des dirigeants. Puis c'est important d'une place comme Portneuf, il faut valoriser le transfert d'entreprise, puis amener des personnes, puis aider les gens en place. On parlait de rétention de nos jeunes. Bien, il faut les aider, justement, à rester dans l'entreprise familiale et le transférer. Il y en a des fois qui ne voient pas le bout du tunnel. Bien, le député, c'est son rôle de l'aider. La personne que vous allez justement élire doit représenter quelqu'un qui va vous représenter à l'Assemblée nationale. Alors, c'est important. Alors, juste pour conclure, dans le fond, c'est important de voir les programmes. Le transfert d'une entreprise nécessite, entre autres, de 2 à 8 ans. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. On ne se réveille pas un matin, on dit « bon, ben je transfère l'entreprise ». C'est important d'y penser à l'avance. Peu importe ce qu'on fait avec le gouvernement, c'est sûr qu'il y a des délais. Mais pour que tout se passe à merveille, n'hésitez pas justement à rentrer en communication. Puis il y a même l'Index, qui est un autre programme, qui est la recherche de successeurs idéal et qui est la première difficulté des propriétaires d'entreprise. Parce que des fois, on ne trouve pas. Il faut aider ces gens-là à trouver la bonne personne qui va venir nous rejoindre, un peu comme le Roquemont. Ça leur est arrivé. Dans le fond, ils ont trouvé la bonne personne. Bien, on souhaite à vous, entrepreneurs, de trouver cette bonne personne, puis on va vous aider dans ce cheminement-là. Moi, j'ai lu la question, comme tout le monde, mais dans toutes les rencontres que j'ai eues depuis un an, depuis que j'ai démarré cette campagne électorale, je vous avoue que j'ai plus rencontré de gens qui voulaient une assistance pour maintenir leur entreprise à flot que de gens qui voulaient transmettre. Je ne dis pas que personne ne veut transmettre son entreprise dans la région. Donc c'est pour ça que moi, j'ai plus élaboré sur le thème du maintien des entreprises, qui est important. Vous savez que 86% de nos entreprises dans Portneuf comptent moins de 20 employés. C'est véritablement notre poumon économique.
Nous, à la Coalition Avenir Québec, on pense qu'on a aussi oublié toutes nos PME parce que Investissement Québec, si vous ne faites pas partie de la famille Bombardier ou de la famille Baudouin, eh bien, on a l'impression que c'est parfois très compliqué d'être accompagné. Alors, il va falloir vraiment mettre de l'énergie pour stimuler l'investissement local et l'attrait de capitaux étrangers, notamment en matière de développement économique régional. Tout à l'heure, on en parlait tout à l'heure, il va falloir favoriser, bien entendu, les emplois mieux payés. Ça va générer une consommation supérieure. Il faut également continuer à développer notre industrie agroalimentaire. Tout à l'heure, je l'ai survolé parce que j'étais coupé par le temps, qui peut devenir un des moteurs, qui est déjà un des grands moteurs de notre économie ici dans Portneuf. Nous devons stimuler la production et la transformation agroalimentaire par tous les moyens. Et c'est pourquoi la CAQ propose de mettre en place un fonds pour augmenter les investissements privés agricoles et permettre aux agriculteurs de moderniser leurs équipements. Ils pourront ainsi innover et augmenter leur productivité, percer de nouveaux marchés et saisir de nouvelles opportunités d'affaires. On propose une politique d'achat local, un soutien de la production maraîchère. Il va falloir aussi apporter une attention particulière à la transformation des ressources naturelles. Je pense ici, bien entendu, dans Portneuf à la foresterie. La Ciridion est un modèle d'exemple, tout comme Charbon de bois-feuille d'érable. La transformation des ressources naturelles doit être encouragée dans la région dans laquelle elles sont exploitées. Mais ici, on a des petites particularités puisqu'on est voisins de la Mauricie et qu'on est des bons partenaires. Je pense qu'il faut continuer de nous encourager mutuellement. En ce qui a trait au transfert d'entreprise, il y a des mesures fiscales qui existent actuellement. Il y a toujours place à l'amélioration, bien entendu. Je vais approfondir le sujet si je suis élu le 1er octobre prochain. Préserver nos entreprises, c'est important. J'ai demandé à rencontrer, d'ailleurs, dans ce sens-là, Luc Papillon de Ciment Québec la semaine dernière. Le projet Makenis est venu déstabiliser le marché. Les travailleurs ont encore en travers de la gorge ce projet du gouvernement libéral initié par le Parti québécois qui, rappelons-le, est le projet le plus polluant qu'on connaît depuis les dernières années ici au Québec. Et donc, il faut s'assurer que le gouvernement ne vienne pas cannibaliser finalement le marché. On sait qu'aujourd'hui, la consommation du béton au Québec est d'environ 2,5 millions de tonnes. Et avec l'arrivée de Ciment Québec, la cimenterie Makenis qui s'est fait couper l'herbe sous le pied par le gouvernement américain, on se retrouve avec une capacité de 3,5 millions de tonnes, dont 1 million de tonnes dont on ne sait finalement pas quoi faire, ce qui implique que Ciment Québec a dû revoir ses prix. Et tout ça, bien entendu, ça a eu une incidence sur, ça peut avoir une incidence sur l'avenir de Ciment Québec. Donc l'important dans le transfert d'entreprise, c'est de motiver nos jeunes, de les accompagner dans leur formation, surtout de ne pas les décourager par la lourdeur administrative qu'on décrivait il y a quelques instants. Un chef d'entreprise doit se concentrer à son développement et non pas à la gestion de la paperasse. Alors, pour commencer, si on parle du maintien des entreprises, généralement, les entreprises, ils se maintiennent à un endroit où le dynamisme économique est intéressant, soit un endroit où ils ont des bonnes chances de prospérer. Alors, pour ça, c'est important que les régions du Québec, dont Portneuf, bien sûr, ça dépend de plusieurs facteurs. Le pouvoir d'achat local des gens sur la place, c'est important. La présence de main-d'œuvre qualifiée, on en a déjà parlé, c'est tous des thèmes qu'on a déjà un peu vus. Des infrastructures publiques de qualité aussi pour l'éducation, la santé, les routes. Des éléments créant une pression à la hausse sur les salaires et la productivité, entre autres. La présence de la fonction publique en région. Des subventions aux PME qui sont innovantes. Des investissements publics majeurs en santé, encore une fois, en éducation, en transport interurbain. Le transport, c'est super important pour nous et pour les marchandises, mais surtout aussi pour les gens qui demeurent sur le territoire. Ici, on a un gros problème. Le transport collectif n'est pas beaucoup aidé. Il devrait être énormément développé. Ils ont des beaux projets, mais ils ne peuvent pas les réaliser au complet. Donc, il y a quand même beaucoup de gens qui s'en servent, mais ça serait encore mieux s'il était mieux développé. Ensuite, il faut maintenir et bonifier les crédits d'impôt pour la recherche et le développement pour les entreprises. Créer des tables de concertation régionale et provinciale. On s'est fait enlever beaucoup d'outils, les CLD, dans le comté, puis ça, c'est très important, et on veut remettre de l'avant ces choses-là pour qu'il y ait vraiment une cohésion régionale.
Donc, c'est ça. Puis, il faut améliorer donc la qualité de vie des ménages, puis ça va se répercuter sur la demande en biens et services des gens au niveau local. Pour ce qui est de la transmission des entreprises, le transfert des entreprises, c'est super important, particulièrement en agriculture, c'est très difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent d'agriculture, mais la relève en agriculture a beaucoup de difficultés. L'achat des quotas, c'est très dispendieux, donc il faut vraiment aider les jeunes à pouvoir reprendre les fermes familiales ou encore à des gens qui veulent venir reprendre des fermes parce que c'est pas toujours la famille qui veut continuer. Et on a vraiment un programme très, très important en agriculture. Appuyer aussi ceux qui veulent faire la transition vers le biologique, parce que chez Québec solidaire, l'environnement, c'est hyper important. Donc, c'est important que les gens commencent à faire le transfert. Et actuellement, le modèle, c'est que souvent, les fermes biologiques, c'est eux qui payent la certification, c'est eux qui mettent les zones tampons avec les autres, quand, en fait, ils devraient être encouragés puisqu'ils veulent mieux faire. On veut aussi mettre un soutien technique aux agriculteurs, une politique locale d'achat dans des lieux publics, des secteurs publics. Les CPE, les CHSLD pourraient utiliser aussi les produits agricoles de la région pour qu'on ait des débouchés ici. C'est beau l'exportation, mais la souveraineté alimentaire dans une région, ça peut être aussi très intéressant. Ensuite, pour les PME de tous les domaines, là, les autres, quand on ne parle pas d'agriculture, il y a possibilité d'utiliser la reconversion en coopérative de travail. C'est-à-dire, il y a des employés qui reprennent une entreprise, et ça, c'est des choses qu'on encouragerait beaucoup, et ça se fait. Je donne, peut-être pas dans la région, mais il y a beaucoup de gens qui reprennent leur entreprise en main. Ou encore une coopérative de solidarité. Donc, il y a des membres travailleurs, des membres clients. On en a des exemples ici. C'est la coopérative du Bras-du-Nord, c'est une coopérative de solidarité. Alors, Québec solidaire va vraiment accorder des budgets substantiels à ceux qui veulent faire ce type de reconversion-là. Et d'ailleurs, les coopératives sont plus solides aux fluctuations parce que la répartition de la responsabilité est entre toutes les personnes qui sont dedans, à l'intérieur de l'entreprise, et c'est aussi un meilleur lien entre tous les travailleurs en général. Alors voilà. Puis pour y arriver, évidemment, on a un cadre financier équilibré, dont je vous parlerai plutôt tantôt, puisqu'il va sûrement rester du temps, parce que je finis avant la fin, lors de la prochaine question. Je vais commencer par le maintien des entreprises. Fait que peut-être dans les dernières semaines, il y en a qui se demandaient pourquoi j'étais avec le chef à toutes les fois qu'il y avait des interventions au niveau de l'ALENA. Bien, ça nous touche particulièrement dans Portneuf parce que c'est une autre spécificité qu'on n'a pas parlé tout à l'heure. On est réputé pour être des exportateurs de classe mondiale. C'est sûr qu'on passe sur le coup à l'aluminerie Alcoa, hein, mais on parle aussi à toutes les autres PME. Il y en a qui font directement affaire avec l'international. Je pense ici à Prométal, mais d'autres entreprises qui vont fournir massivement ceux qui sont des exportateurs de classe mondiale. D'où le fait que les négociations au niveau de l'ALENA, on ne doit pas accepter aucune brèche dedans. Parlant de l'ALENA, qu'est-ce qui est important pour le maintien de nos entreprises, c'est de maintenir la gestion de l'offre. Et là, je vais vous parler du fond de mon cœur. Je pense que personne ici a de doute au niveau que je tiens à ce que la gestion de l'offre soit maintenue. C'est des années d'engagement, autant de moi qu'au niveau du Parti québécois. Hein. Et je peux vous parler de mon expérience comme président sortant de la relève agricole pour la capitale nationale Côte-Nord. Hein. Quand on rencontrait le premier ministre, ou Pierre Paradis, qui avait été mandaté par le premier ministre pour discuter avec nous, puis il nous arrivait avec des commentaires directement. « Votre règne est fini, je vais vous casser. » C'est 4 ans de ça qu'on vient de passer. Hein. Quand on rencontre le chef de la coalition Avenir Québec, hein, puis qui nous dit « L'avenir de l'agriculture au Québec réside dans des investissements étrangers qui récidivent cet été, hein, du fait que, oui, on est bon pour cultiver, on a la formation là-dedans, mais vu que l'augmentation des terres, qu'il y a une augmentation des terres, vous ne détenez plus le capital, c'est plus à vous autres de détenir le capital, mais c'est plutôt à des fonds d'investissement ou à leurs cofondateurs, entre autres, hein, pour rapatrier de l'argent des paradis fiscaux. Mais c'est pas ça qu'on croit, nous autres, au niveau du maintien des entreprises. Hein. Et au niveau du transfert, bien, je suis aussi un administrateur sortant du comité transfert-établissement de la capitale nationale, bien sûr. Je traitais principalement des dossiers au niveau de la relève et c'est pour ça que toute mon équipe me supporte parce que le leitmotiv pour le Parti québécois dans Portneuf, c'est la relève, encore la relève et toujours la relève. Et au niveau des programmes, il y en a plusieurs, hein, et Philippe le dit aussi,
Mais une problématique qu'on vit, le programme existe, mais les fonds ne sont pas là. Fait que c'est des MRC. On doit convaincre le maire de Québec d'embarquer avec les MRC pour fournir 60 000 $ pour toute la capitale nationale pour avoir des services au niveau de l'accompagnement pour le transfert des entreprises, tandis que l'État s'en est lavé les mains et n'a pas investi là-dedans. C'est ça qu'on va prendre en priorité. Je suis dans le temps? Merveilleux. Il me reste combien de temps? 45 secondes. 45 secondes. Je vais vous parler aussi quelque chose. On a parlé de maintien des entreprises, vous avez compris, principalement des PME, mais une des failles qu'on a vues aussi, il y a les petites entreprises, il y a la grande entreprise, mais entre les deux, quand on regarde les programmes arrêtent aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires aller jusqu'à 1 million de dollars et repartent juste à partir seulement pour la grande entreprise à plus de 20 millions. Mais combien d'entreprises dans Port-Neuf qui emploient énormément des gens qu'on retrouve entre les deux? Et c'est pour ça qu'on parle de redonner la caisse de dépôt aux Québécois qui investissent prioritairement là-dedans, hein. Et pour ça, ça va me faire plaisir dans un autre sujet de vous en parler plus longuement. Merci. Bon, ben écoutez, moi, si je peux comprendre tous les autres, des programmes, il y en existe déjà. Ça fait 30 ans qu'il y en existe des programmes, mais il n'y en a pas assez. Puis là, les programmes sont là, mais ils ne fonctionnent pas parce qu'il manque d'argent. Fait que, vu qu'il manque d'argent, on va en demander aux municipalités, on va en demander aux provinciales, on va en demander au fédéral. Ça se peut-tu qu'après 30 ans, il est peut-être temps de changer de solution? Moi, je ne le sais pas, là, je vous le demande, OK? Moi, je pense que oui, là. Ça fait 30 ans qu'on fait la même chose, que la roue tourne, puis il n'y a jamais rien qui change. Puis il faut toujours rajouter plus de contrôle, rajouter plus de programmes, rajouter plus d'argent. En bout de ligne, il y a encore du monde qui disent que ça ne marche pas. Mais si ça ne marche pas, les problèmes sont ailleurs. Nous, c'est sûr, comme je vous l'ai dit, on mise beaucoup sur des impôts, moins de taxes, on enlève les subventions, on redonne l'argent, on laisse l'argent directement aux entreprises. C'est à eux à faire quelque chose avec ça. Quand on parle de transmettre les entreprises, céder les entreprises, est-ce que ça se peut qu'après 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça se peut-tu que vous n'êtes pas en mesure de la transférer à vos enfants sans problème? Est-ce que ça se peut que, dans le fond, le problème, il est ailleurs? Ça se peut-tu que le problème est dans l'industrie? C'est peut-être l'industrie aussi qui devrait peut-être revoir ses façons de faire. C'est sûr que je vais vous parler de la gestion de l'offre, etc. La gestion de l'offre, malheureusement, ce n'est pas vous autres qui allez décider, puis ce n'est pas moi qui va décider. Puis il n'y a personne de ce bord-là qui va décider. Présentement, la gestion de l'offre, là, c'est un monsieur qui a un toupette orange dans le sud qui va décider qu'est-ce qu'il va se faire avec ça. Puis je peux même vous dire que le Parti conservateur du Canada a opté pour être du bord de l'UPA, d'être du bord de la gestion de l'offre. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que la gestion de l'offre, elle va tomber. Et qui va porter l'odieux? Justin Trudeau. C'est la raison principale pourquoi ils sont de ce côté-là. Fait qu'il faudrait peut-être revoir la façon de faire. Est-ce que le problème, c'est la gestion de l'offre? Je ne suis pas un expert. Ça se peut que ça ne soit pas ça. C'est-tu les quotas? Ça se peut. Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert. Est-ce que c'est les prix planchers? Ça se peut. Je ne sais pas. Je ne suis pas un expert. Mais je sais qu'il y a un problème. Parce que moi, quand je vais à l'épicerie et je jette une brique de fromage de 40 grammes, puis que j'arrive chez nous, puis je me demande s'il faut que je la mette dans le frigidaire ou dans le coffre-fort, j'ai un problème. Fait qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce système-là. Puis moi, je crois, au niveau de la question présentement, ça fait des années qu'on fait les mêmes choses et il n'y a rien qui marche, puis pas juste dans ce dossier-là. Fait que moi, ce que je vous propose, c'est essayer de voir une autre solution, puis essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire vraiment, puis arrêter d'avoir peur, de toujours avoir peur, puis de foncer, puis d'essayer autrement. Merci. Quoi faire, vous savez, je vous écoute parler, là, Oui. personne n'a nommé les personnes âgées. Moi, j'ai une résidence de personnes âgées, ça fait plus qu'un an que je la vends. Oui. J'ai une entreprise qui roule très bien. Même le salarié, puis je ne peux pas la vendre parce qu'ils sont bloqués partout. Ils sont bloqués par le CES, je ne sais pas, les règlements. Les règlements sont tellement sévères qu'il n'y a personne. Moi, j'ai une ma blonde, moi qui est infirmière, j'ai demandé si elle voulait l'acheter. Je l'ai remis avec le salaire. Non, elle dit, je ne touche pas à ça, les personnes âgées. Quoi faire dans ce moment-là?
c'est quoi votre intention pour faire aider les personnes âgées? Effectivement, c'est une bonne question. Des aînés, il y en a de plus en plus, puis il va y avoir de plus en plus de besoins. Ça, c'est le cas de le dire, surtout dans Port-Neuf. Vous êtes un exemple des problématiques qu'il faut être capable de s'adresser. Il y a une lourdeur administrative, comme on le disait, qui s'est installée, qui fait en sorte que le transfert d'entreprise, même les nouveaux ne veulent pas embarquer dans le transfert et reprendre l'entreprise. J'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs autres, dans votre cas aussi, qui ont ou des jeunes, justement, dans la trentaine, quarantaine, ont des maisons de personnes âgées, se demandent comment vont passer à travers les années. C'est sûr qu'il y a un gros ménage à faire là-dedans, il y a un gros travail à faire là-dedans. J'ai pas de réponse concrète, c'est évident. Alors, c'est sûr que moi, je pense qu'en travaillant ensemble, les 18 municipalités dans Port-Neuf, la MRC de Port-Neuf, le député de Port-Neuf, les gens, il faut aller parler justement à l'Assemblée nationale de nos problèmes. Je suis peut-être pas d'accord avec M. Morin qui dit qu'il y a les lignes de parti, parce que si quelqu'un est capable d'amener son point, aller trouver les bonnes manières de l'amener, moi, je le vois au niveau municipal, au niveau provincial, c'est la même chose. Il faut juste se battre pour ce qu'on veut. Il faut pas... Tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui ont des fois des choses des dossiers qui vont aimer mieux que d'autres, mais en même temps, il faut écouter le citoyen, il faut écouter des gens comme vous qui ont des besoins, puis il faut aller chercher justement comment on peut faire avec les personnes en place pour aller chercher le plus d'aide. Je ne sais pas, à votre niveau, qu'est-ce qui a été fait encore. Je ne sais pas, mais je vais être le premier à vouloir travailler avec vous pour pouvoir essayer de trouver la solution. Des fois, comme je vous disais tout à l'heure, des fois, les solutions ne sont pas toujours positives, malheureusement, ou les solutions ne sont pas celles qu'on voudrait. Alors ça fait partie aussi malheureusement, de la réalité d'aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'en même temps, on veut travailler en considération de nos gens de Port-Neuf. C'est ça le but, mon but, c'est d'être la courroie de transmission de nos citoyens de Port-Neuf envers le gouvernement, puis de se faire respecter. Moi, je suis tanné d'entendre parler, de dire que la Beauce, c'est des PME, puis que Charlevoix, c'est le terroir, tandis qu'on a tout ça ici dans Port-Neuf, encore plus. Mais on dirait qu'on est sous-évalué. Fait que c'est pour ça qu'il faut aller lever la voix un peu plus, continuer de travailler. Puis le travail, souvent, mène à des résultats. Alors, c'est ce que je m'apprête, c'est ce que je veux faire pour le comté. Ma femme a dit une grande gueule. Elle est passée devant moi. Non, effectivement, je sais pas, c'est un travail commun, je sais. Il y a des motus operandi, comme je vous disais tantôt, c'est comme les 12 travaux d'Astérix, ça rentre jusqu'en haut. Merci, M. Gass. Merci. Je vais prendre une dernière question sur le sujet. Monsieur derrière. Oui, bien, c'est pour M. Gass. Hop. Parfait. Allez-y. Sachant qu'il y a, en passant à la deuxième génération, il y a à peu près 50% des entreprises qui vont se transférer, qu'à la troisième, c'est encore moins. Le mentorat, quelle est votre position sur le mentorat? Quelle est la place du gouvernement là-dedans? Parce qu'il y a peu d'entreprises qui peuvent se payer ça. Effectivement. C'est pour ça que dans Port-Neuf, justement, le mentorat SAGE, qui fait place à justement des entrepreneurs d'expérience, des gens qui ont vécu, qui sont à la retraite dans tous les domaines, qui viennent aider les jeunes à entreprendre. Ma conjointe, quand elle a eu son entreprise, a fait affaire avec du mentorat SAGE. Et c'était M. Denis de la quincaillerie Jean Denis qui l'a accompagné dans ses questionnements, qui lui a permis de lui donner confiance en elle et de pouvoir progresser. SAGE, pour avoir discuté, avoir eu la chance de les rencontrer, eh bien, eux veulent aller chercher. Je vois beaucoup de gens, là, justement, peut-être que, tu sais, on a beaucoup d'aînés. On a beaucoup d'expérience dans Port-Neuf. Il faut que ces gens-là soient prêts à s'investir bénévolement pour aider la relève. Je sais que c'est pas toujours évident, on le sait. Le gouvernement, après ça, c'est sûr que ces gens-là ont passé à travers des étapes, vont pouvoir justement aider, peut-être du mieux qu'ils peuvent, le nouvel entrepreneur à continuer. Souvent, on parle de transfert d'entreprise, effectivement. C'est, comment je pourrais dire, non, c'est pas évident de trouver quelqu'un, je vais à mon fils de le coacher pour mon enfant, pour le coacher dans le futur. Des fois, une personne de l'extérieur va arriver avec une autre vision, d'autres solutions. Des fois, d'être dans la forêt, il faut se reculer et voir ce qu'il y en est. Alors, c'est pour ça que c'est important, des fois, de discuter avec plusieurs intervenants.
va permettre les questions aux différents candidats sur des sujets, évidemment, qui concernent le volet économique, commercial de Portneuf. Donc, on va vous demander de les adresser directement aux candidats, puis de limiter autant que possible les échanges entre vous. Là, comme on disait, c'est la soirée d'échauffement. Le débat sera demain dès 19h sur les ondes de CJSR. Donc, on vous invite également à l'écouter. Oui. Valérie. Tellement content pour vous. T'as préparé. Je me suis préparé tout ce matin, je me dis, vous l'envie, hein. Au départ, mais moi, je voudrais vous remercier. Mon nom est René Jean Tergé. Au départ, je tiens aussi vous féliciter chacune votre initiative locale de demander à une population comme Portneuf, qui fait 40 000 électeurs, de travailler pour eux. Alors, c'est une entrevue ce soir et qui va se terminer, bien sûr, le 1er octobre prochain. Pour vous tous, et en passant, bonne chance à chacun de vous. Et malheureusement, un seul ou une seule va vraiment être la gagnante pour les 4 prochaines années. C'est le 4. Ben, j'aurais deux questions pour vous. Une de M. On va commencer par une. Je commencerai par M. Caron et terminer avec M. Maurice. Parfait. M. Caron. Non, d'accord, merci. M. Caron, une petite question pour vous. Je regardais un président de Martinet, puis lorsque vous avez mentionné qu'à Pont-Rouge, vous êtes présenté comme étant la personne qui pourra avoir des solutions alternatives pour limiter le circuit très engorgé, principalement aux aéroports. Que vous avez omis, vous n'avez pas retenu le troisième lien potentiellement réalisable pour en arriver à cette solution que vous connaissez très bien. L'axe, bien sûr, Saint-Mandil, Pont-Rouge, Saint-Raymond et quelle autre solution vous avez? En réalité, il y a, vous savez qu'à la CAQ, on n'est pas réputé pour être le parti le plus dépensier, première des choses. Donc, dans ma vie antérieure, j'ai eu l'occasion d'avoir accès à des documents qui m'ont démontré qu'un projet de voie de contournement à Pont-Rouge était un projet déjà qui n'était pas à l'échelle de la capitale nationale, qui n'était pas géré par la capitale nationale, mais étant donné le montant de ce projet, eh bien, c'était transféré directement au cabinet du ministre. Ça ne veut pas dire que ce projet doit complètement être écarté, mais vous comprendrez que les enjeux routiers de la capitale nationale en ce moment sont plus dirigés vers le troisième lien et peut-être vers le prolongement de l'autoroute 40. Donc moi je me dis, comme on sait, puisqu'il est toujours permis de rêver et de croire au Père Noël, mais on sait que là ces fonds ne seront pas débloqués, ne seraient pas disponibles dans un avenir proche. Moi, je me dis, pourquoi n'allons-nous pas travailler vers des solutions alternatives? Ces solutions alternatives sont, je sais, et je trouve déplorable d'ailleurs, que tout à l'heure, on parlait de complications et de difficultés. Aujourd'hui, imaginez-vous que la ville de Pont-Rouge se sent complètement désemparée, puisque c'est elle-même qui a entrepris une démarche pour quantifier le nombre de véhicules qui passent, essayer d'apposer. En fait, ils ont demandé à une personne de s'installer au pont en face du casse-croûte, une autre de s'installer du côté de la pharmacie, et puis ils se parlent par talkie-walkie, puis ils essayent de mesurer eux-mêmes parce qu'ils se sentent littéralement abandonnés par le MTQ dans ce dossier. Moi, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un ingénieur routier, et donc les solutions, je ne les connais pas. Ce que je déplore, c'est que personne ne se mette sur la table de travail et la table à dessin pour essayer de trouver des solutions alternatives. Une des solutions qui avait été mise en évidence il y a quelques années, c'était peut-être un rond-point à l'entrée de Pont-Rouge, ce qui permettrait de peut-être fluidifier la situation. J'essayais de me renseigner, parce que vous savez que parfois c'est hermétique quand on va avoir des informations dans un ministère ou dans un centre de service. J'essayais de savoir, est-ce que simplement vous avez essayé de resynchroniser ou de synchroniser les feux différemment. Puis là, on semble me dire, ben, on ne sait pas. Puis là, j'ai appris que finalement, Québec est en train de bouger et Québec est en train de se pencher sur la situation de Pont-Rouge. Donc, en fait, moi, je me dis, si on n'a pas l'argent pour faire une voie de contournement, bien, c'est inadmissible qu'on prenne prisonniers, finalement, les automobilistes et qu'on les laisse pris dans ce trafic-là tous les soirs. Puis, il y a aussi un élément important que je ne veux pas négliger, c'est l'intérêt des commerçants de Pont-Rouge.
Vous savez bien que ces gens-là se sont installés aussi parce qu'il y avait un axe routier intéressant. Moi, je veux entendre le maire de Pont-Rouge, avec qui j'entretiens d'excellentes relations, mais je veux qu'on s'assoie tous ensemble parce qu'il n'est pas question de créer demain une voie de contournement qui viendrait vider le centre-ville de Pont-Rouge et probablement nuire au commerce du centre-ville. Donc, il y a tout ça à mettre en place, tout ça à imaginer, plusieurs solutions peut-être à imaginer, mais l'important, c'est que le MTQ nous offre des propositions et que ces propositions, elles viennent récolter l'adhésion aussi de la population et des élus de Pont-Rouge. Fais mon possible. J'ai permis, M. Morin, d'aller sur le portail du Parti conservateur du Québec Ouais. pour aller voir, bien sûr, ce que vous prônez, ce que vous aimeriez réaliser. Et il y a un élément, il y a une résolution 108 qui m'a arrêté et ça a très bien sûr, M. Hébert de parler tantôt. La résolution 108, je vais vous la citer. Je vais essayer de répondre. Je ne connais pas toutes les solutions. Les restrictions imposées par la Fédération des producteurs agricoles du Québec ont permis à l'Ontario et au Nouveau-Brunswick et à la Nouvelle-Angleterre d'augmenter leur part du marché de sirop d'érable. Depuis, un tel système de quotas de production n'a pas sa place dans une véritable économie de marché, car il augmente le prix payé par les consommateurs. Enfin, le monopole de la FPAQ est de plus en plus contesté au sein des acériculteurs. Alors, c'est pourquoi le Parti conservateur du Québec abolira le monopole en cette matière. Juste à titre d'exemple, en regard de la gestion d'offres, comme M. Verne a parlé tout à l'heure, s'il est aboli forcément par M. Trudeau, le ricochet par M. Trump, que tout le monde connaît, près de 35 000 emplois au Québec sont inexistants. On ne parle pas de l'agriculture, on parle bien sûr de la gestion d'offres. Mais je reviens simplement à votre position. Pourquoi parler d'abolir un système qui se débrouille quand même bien? C'est pas l'érable en s'entend qu'on n'a pas besoin de ça pour vivre. C'est une collation. Alors, la collation a un certain juste prix à payer. Alors, pourquoi, pour vous, votre parti mettrait la hache là-dedans? Donc, si vous mettez la hache là-dedans, je ne comprends pas votre position de tout à l'heure, lorsque vous avez dit que le Parti conservateur du Canada, vous l'avez mentionné, c'est le Parti différent du Québec, lui, le parti simplement, les mêmes consonnes, que le Parti conservateur du Canada est pour le maintien de l'avion, alors que Québec, la résolution 108, démontre totalement que vous êtes contre la protection de nos producteurs agricoles chez nous. Bien, on n'est pas contre la protection de nos agriculteurs ou nos producteurs de sirop d'érable, c'est pas ça. C'est que nous, tout ce qui est des quotas, tout ce qui est des choses pour placer des prix, puis pour nous, là, ça doit absolument disparaître. Pour nous, c'est vraiment... faut que le marché se laisse aller. Il ne faut pas que le marché soit virtuellement là, géré de façon à ce que tout le monde ait ça de quelque part. Nous, c'est comme ça qu'on voit ça. Puis nous, dans le parti, on a plusieurs personnes au niveau du sirop d'érable qui sont venues nous voir pour nous expliquer leur situation. Puis je vous dirais que nous, c'est sûr et certain que notre but, il faut absolument, comme la gestion de l'offre, des choses comme ça, c'est toutes des choses qui vont disparaître. De toute façon, le réseau, au niveau du sirop d'érable, ces quotas-là vont finir par disparaître parce qu'il faut ouvrir au monde, il faut ouvrir au marché international, on n'a pas le choix. Puis nous, dans le fond, ce qu'on veut, c'est pas que demain matin, ça arrive puis que tout le monde perde le job. Nous, ce qu'on veut, c'est accompagner ce monde-là pour trouver d'autres solutions, d'autres façons de procéder. Parce que c'est tous des systèmes qui datent depuis 20-30 ans. Puis on voit aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec les Américains, etc., c'est toutes des choses qu'on voit que tranquillement, ça va tomber de toute manière. Fait que c'est pas la question d'attendre puis se mettre la tête dans le sable puis attendre que ça va arriver. Ça va arriver un jour ou l'autre. Bien, pendant ce temps-là, il faut trouver des solutions pour que, justement, nos agriculteurs, nos acériculteurs soient capables de s'en sortir très bien en trouvant d'autres solutions qui vont peut-être, justement, être plus viables à long terme. Il y a dans les champs actuellement probablement 80% des terres, je dis un chiffre au hasard, mais c'est probablement plus que ça, des agriculteurs qui utilisent massivement le Roundup, donc des produits qui sont décrétés comme hautement cancérigènes. Je voudrais savoir si ça vous dérange. Écoutez, je vais être bien honnête avec vous. J'ai aucune idée de ce que vous indiquez aujourd'hui. Oui, je sais, je connais ça, mais
j'ose espérer que les agriculteurs se sont gouvernés en conséquence. Et donc, je ne sais pas quelle est la quantité qui est encore utilisée aujourd'hui. Ce n'est pas le dossier que je maîtrise plus, je vous l'avoue. Si c'est le cas, bien entendu, écoutez, moi, j'ai bien beau être avant tout quelqu'un de tourné vers l'économie et le développement. Il ne faut pas croire que, et c'est le cas de la coalition Avenir Québec, il ne faut pas croire que malgré tout, nous sommes complètement déconnectés de la réalité et de la protection de notre planète. Donc s'il y a des gestes qui sont posés encore aujourd'hui et qui viennent détruire notre environnement, bien entendu qu'on s'y oppose. Maintenant, je vous avoue que je ne sais pas j'ai entendu parler de Monsanto, etc., mais je ne sais pas quelle densité de ces produits sont utilisés encore. Moi, je fais bien confiance en nos agriculteurs. J'espère qu'ils vont se conformer aux exigences environnementales et que vite, on va se sortir de cette situation. Juste pour votre information, les champs, par exemple, derrière chez moi, qui sont en soya, le nom du produit s'appelle Soya Honda. Bon, c'est très beau quand tu promènes à Deschambault. C'est très, très beau quand on se promène présentement chez nous. Merci. Moi, je fais partie de la Suzy Fournier, la micro-entreprise, et je fais partie de l'agriculture. Personne n'a parlé de culture, c'est aussi un petit moteur économique pour garder notre monde, les jeunes familles, les enfants. Puis comme madame, j'aurais aimé adresser ma question à plusieurs, mais je vais aller avec monsieur Hébert. La culture. La culture. OK. L'agri. Moi, c'est l'agri. Ça va me faire plaisir de parler au niveau de la culture, hein. Souvent, on m'associe à l'agriculture ou on m'associe au secteur maritime parce que pour pouvoir démarrer ma ferme, j'ai servi 12 ans comme officier dans la marine canadienne puis comme analyste en système de gestion, mais j'ai également une formation comme historien. Là, quelques semaines, c'était la clôture pour les rendez-vous d'histoire de la capitale nationale de Québec, puis c'est moi qui faisais le mot de clôture. Comme j'ai parlé, c'est un dynamisme, hein. On l'a vu. Et ça peut pas aller seul, ça va venir avec un maillage avec tous les autres secteurs, hein. On peut pas compter sur la culture tout seul comme moteur économique qui va attirer tout le monde. Ça doit, comme... je vais me faire plaisir, hein. C'est comme l'environnement et surtout comme l'indépendance, hein. Ça doit faire partie de chacun de nos engagements, hein. Les engagements vont être principalement, on les entend au niveau national, hein, mais c'est souvent pour nous autres dans Port-Neuf sur différents projets et ça demande, dans ce cas-là, parce que c'est souvent pas là, des grands projets qui vont venir avec des infrastructures. Ça demande un député, un élu qui est présent, qui va s'impliquer, qui va les accompagner aussi pour chacun des projets. Et outre ça, dans les engagements, il y a des crédits qui viennent aussi au niveau des arts, hein. Mais je pense que du côté des artistes, ils les connaissent déjà. C'est vraiment au niveau des projets locaux qui nous paraissent souvent des petits projets, mais qui emmènent vraiment que c'est plaisant de vivre dans chacune des communautés de Port-Neuf. J'espère pas avoir été trop large au niveau... Souhaitons vraiment que la soirée vous a permis de découvrir des candidats, peut-être certains volets, des lignes de parti qu'on n'avait pas eu encore d'informations nécessairement. Merci pour votre participation, votre collaboration aussi au bon déroulement de la soirée. Merci beaucoup aux candidats d'avoir accepté la période d'échauffement précédant le débat de demain. Donc, merci. Si c'est possible, avant de quitter, on aimerait prendre une photo avec vous 5. Puis merci encore. On vous souhaite une belle fin de soirée.